Bienvenue à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs sur votre antenne avec Equinox Télévision avec 10-12. Le Zénith, c'est encore un plaisir de partager ce moment d'antenne avec vous, mais surtout vous rassurer en même temps que le Cameroun qui nous appartient, nous tenterons tant bien que mal chaque jour de le reconstruire avec vous et avec nos différentes idées au quotidien. Comment comprendre la réaction, la toute dernière réaction justement du cardinal Christian Toumi qui est en train de faire le tour de la toile aujourd'hui? Aurait-il vraiment demandé à l'armée camerounaise de prendre le pouvoir afin de libérer les Camerounais pour enfin sortir du joug qui pèse sur le peuple aujourd'hui concernant ce pouvoir qui aurait hypothéqué le même pouvoir depuis 40 ans aujourd'hui? Comment comprendre une telle réaction? Finalement, quelle est la bonne solution pour libérer le Cameroun aujourd'hui? Madame, Messieurs, ça s'enlise encore un peu plus quand même. Dans la région, dans les régions anglophones du nord et sud-est du Cameroun, on le sait, des combats permanents, les armes qui ne cessent justement de crépiter dans cette partie du Cameroun. Quelles sont les solutions idoines à même d'aider les Camerounais et d'amener les Camerounais à s'asseoir aujourd'hui à une même table pour résoudre exactement ce problème camerounais? Doit-on forcément faire appel à des étrangers ou encore à la communauté étrangère, la communauté justement étrangère, pour voir dans quelle mesure on peut rapporter des solutions au Cameroun aujourd'hui en ce qui concerne la crise anglophone? Et vous le savez pour finir que cette semaine est consacrée à un imminent nationaliste camerounais de regrettée mémoire. Ce vendredi, ça fera 50 ans que l'on commémorera le décès d'un des hommes aussi importants, oui, Ernest Ouandjé, effectivement, pour parler de lui trivialement, ce nationaliste camerounais de l'UPC qui de son temps était mort et avait choisi justement de donner sa vie pour libérer ce Cameroun. Installez-vous confortablement, la grande famille, Charles Mbachou, Bonbon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey et moi-même, ensemble unis pour la même mission, comme chaque jour, jusqu'à midi, vous serez servis. Bonbon Bengan, bonjour à vous et bonne semaine consacrée à Ernest Ouandjé. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Bonne semaine, oui, parce que je vais utiliser la phrase des Sud-Américains et des pays de la ligne de front en Afrique. We cannot rest until we win. Les UPC disaient le combat continue. Parce que cette année, janvier, je pense que c'est un mois qui a été maudit. C'est pour cette raison que nous, les initiés africains, nous devons tout faire pour changer le calendrier. Le 8 janvier 1454, c'est là où un pape, Nicolas III, bénit l'esclavage de la traite négrière. Il l'a confié au roi belge, Alphonse II. C'est encore en janvier. 1er janvier, on donne une indépendance factice au Cameroun. C'est encore en janvier qu'on vient assassiner Ernest Ouandjé. S'il y avait moyen de me dérober du mois de janvier pour réapparaître en février, je le ferais. Il faudrait peut-être revoir le calendrier grégorien pour vous uniquement. Mais non, on va changer. Il n'y aura plus de vos janvier là et tout ça. C'est moi porte-malheur. D'accord. Ma porte-malheur, ce mois de janvier. Est-ce qu'ils nous comprennent aujourd'hui de toutes les façons, bon Bengan? Et ce nationaliste camerounais, d'ailleurs, c'est un moment important pour le Camerounais. Non, c'est le dernier d'ailleurs, le dernier. Et comme on vous demandera, peut-être on reviendra sur ça vendredi, comme vous l'avez promis. C'est le dernier de ceux qui avaient prêté serment en septembre 1952 pour ne pas trahir la cause panafricaine, pour ne pas trahir la cause camerounaise, panafricaine, parce que l'UPC, au sein duquel il était vice-président, était une section camerounaise du Rassemblement démocratique africain que dirigeait à l'époque Houphouët-Boigny, qui les trahira plus tard en 1955. Mais Ernest Ouandjé, il est le seul, il a prêté ses mains, il a tenu le coup et on va en reparler. Il avait tout pour négocier avec le pouvoir néocolonial, parce que lorsque vous entendez ces soi-disant camarades dire on combat un système en l'intégrant, c'est faux. Ernest Ouandjé avait fait la démonstration que cela ne pouvait pas être possible. Donc, il a fait cette démonstration. Il nous a dit pourquoi ils en sont arrivés là. Justement parce que quand on prête serment devant les ancêtres et devant Dieu, on a une force qui vous anime. Et justement, il n'a jamais pris le pouvoir, n'a même jamais été conseiller municipal.
mais son nom est inscrit en lettres d'or dans l'histoire de l'humanité. On n'oubliera jamais, et on en profite bien sûr pour saluer la mémoire de ceux-là qui sont partis en guise de combat pour la libération totale et complète du Cameroun, qui peine encore justement à se relever aujourd'hui avec ce qu'on appelle, on va dire, de nouveaux hommes à la tête de nos États, notamment au Cameroun, et qui semblent pérenniser le comptoir colonial. Charles Mbachou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Quand on est là ce matin, très fâché, Monsieur Michel. Qu'est-ce qui vous énerve? Beaucoup de choses. On en parlera certainement tout à l'heure, madame, monsieur. Vous comprendrez la colère qu'anime Charles Mbachou dans le cadre de la colère exprimée sur cette antenne, effectivement. Bonjour à vous, Karine Sontia. Bonjour, Michel Ngachou. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, spécial ambassadeur du Cameroun en France, qui est très en colère. Pourquoi? Parce que des Camerounais mal intentionnés appartenant à un certain parti politique ont décidé de mener une campagne sauvage pour détruire l'image du Cameroun à l'étranger alors que nous préparons le Chan. Et bien évidemment, le document fait le tour de la toile aujourd'hui. On en reparlera. Qu'est-ce qui s'est exactement passé à Fumban alors qu'on installait le nouveau préfet? C'est ça? Du Noun, justement, le nouveau préfet du Noun, et que la maire Toumani Ndamjoya choisisse de venir boycotter avec ses partisans. Parce qu'elle n'avait pas été intégrée dans le processus, dans le protocole de discours. Voilà. Donc, elle a boycotté autant qu'elle pouvait le faire. Quelles sont les incidences, justement, qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'image de la maire? Quel est le rapport qui existe entre la maire Toumani Ndamjoya, exactement, et sa majesté Sultan, roi des Bamoun, Mbumbunjoya aujourd'hui? Quelle appréciation les Camerounais peuvent-ils avoir sur l'attitude de la maire? A-t-elle raison ou pas? Madame, Messieurs, l'actualité bouge et ça bouge également au Cameroun, notamment dans le département du Noun. Bonjour à vous, Dominique Audrey, bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'une femme qui raconte qu'elle a vécu une relation pendant 14 ans avec un homme, et de cette relation sont nés 2 enfants qui malheureusement, 2 filles, qui malheureusement aujourd'hui souffrent de handicap toutes les 2. Et ils sont aujourd'hui rendus à 3 ans de séparation déjà. Au départ de l'histoire, tout n'était pas rose, mais au moins il y avait des sentiments. Lorsqu'est née la première fille de la dame avec le monsieur, il y a eu un choc, elle a subi un choc parce que du jour au lendemain, le monsieur est parti de la maison et l'a abandonné dans ce studio-là avec le bébé qui venait de naître avec quelques semaines et des arriérés de loyer impayés. Heureusement, la bailleresse de cette concession-là était compréhensible et lui a donné la possibilité de pouvoir payer. Elle était femme au foyer à l'époque, elle ne faisait rien du tout. Elle s'est souvenue que plus jeune, avant de rencontrer le monsieur, elle faisait la coiffure. Et là, elle a commencé à faire des nattes, des renversés, placer des greffes et tout. Ça lui a permis non seulement de payer le loyer de cette maman-là, mais également de s'établir dans une autre maison dont elle a déménagé sans que son mari ne revienne, et elle a commencé à vivre sa vie normalement. Sauf que un jour, le monsieur revient à la maison, fait amende honorable, lui demande pardon et promet de changer. Amoureusement, elle a accepté pour d'abord le bonheur de sa fille qui avait besoin d'un certain encadrement de par le manque qu'elle a contrairement aux autres enfants. Elle a accepté, ils se sont remis ensemble et de là est née leur 2e fille qui est née aussi avec un autre problème de santé. Et ça n'a toujours pas marché parce que non seulement le monsieur n'assumait pas totalement ses responsabilités. Pour la petite histoire, elle raconte que c'est son petit frère qu'elle a pris également pour s'occuper des enfants pendant qu'elle était au salon de coiffure, qui venait prendre la ration. Pourtant son mari travaillait et touchait tous les mois. Elle rationnait, elle s'occupait des beignets de l'enfant et tout, et son mari ne faisait rien. Donc tous les deux, et certainement avec le consentement des familles, de la famille de l'homme qui ne l'a pas accepté du tout, ils ont décidé de se séparer il y a 3 ans. Et lors de la séparation, les affaires sociales ont demandé au monsieur de s'assurer de payer la scolarité des enfants et de verser une pension de 50 000 francs à ces enfants-là. Et elle, la mère, devait s'occuper de la santé, de l'hébergement, de l'habillement, de tout le reste
et le père ne devait s'occuper que de cela. Mais malheureusement, il dit qu'à chaque fois qu'il faille que le monsieur donne sa quote-part, ce sont des problèmes. Et hier, ça a été une bagarre que tout le monde a certainement vue. Donc aujourd'hui, elle aimerait savoir comment on gère ce genre de situation. Comment on fait pour amener un homme qui a 2 enfants avec 2 handicaps de s'occuper de ces enfants-là, étant entendu qu'on sait très bien qu'avec la coiffure, elle ne peut pas à elle seule gérer tout cela. Et je rappelle qu'aujourd'hui, elle est actrice de cinéma. Allez, vraiment, aujourd'hui, on va déjà le dire, on ne trahit pas de secret, puisque vous-même l'avez très bien dit, à la suite de ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux hier. Dominique Audrey a pris sur elle, bien sûr, la peine d'aller rencontrer la dame avec qui elles ont longuement échangé. Malheureusement, on n'a peut-être pas eu la version de l'homme parce que c'est important également pour la question d'équilibre. Mais on s'en tient à l'histoire racontée puisque c'est une histoire qui nous a été rapportée sur ce plateau ce matin. On attend également vos avis, vous qui êtes millions de Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. Comment appréciez-vous en même temps ces images, la bagarre qui s'en est suivie, le fait que la femme aille au lieu de service de l'homme demander à ce dernier de s'occuper effectivement de son enfant et que ce dernier, dans une bagarre qui s'en est suivie, qu'il y ait eu quelques, on va dire quelques petites bastonnades, voilà, et que la greffe s'envole, c'était assez compliqué quand même. Ben ouais, c'est la perruque, voilà. Donc vraiment, il va falloir forcément qu'il y ait des appréciations aujourd'hui. Mais c'est une réalité qu'on a dans nos familles et les services sociaux aujourd'hui au Cameroun savent exactement quel est le comportement des hommes vis-à-vis des femmes par rapport à de telles situations et vice-versa également. Mais maintenant, je voudrais d'abord qu'on apprécie le comportement de la femme qui choisit d'aller attaquer l'homme à son lieu de service véritablement, Karine Santia, alors que celui-ci est en train il est en plein service et qu'elle vient l'attaquer à ce moment précis et qu'une bagarre s'en suive. Est-ce que c'est une attitude acceptable à le lieu de service de l'homme alors qu'il y a d'autres moyens de recours, il y a d'autres voies de recours, notamment la justice, les services sociaux, pour dire il n'écoute pas? Est-ce que c'est la solution, aller l'attaquer à son lieu de service? Chacun utilise la solution qui lui paraît la meilleure en fonction des situations. Oui. Je dis, chacun utilise la solution qui lui paraît la meilleure en fonction des situations. Je ne ferai peut-être pas comme cette femme, mais je la comprends parfaitement. Je dis, je la comprends parfaitement. Lorsque vous avez des enfants, qui plus est, ne sont pas des enfants qui sont en très bonne santé, si vous n'avez jamais, je dis jamais, eu sous votre aile un enfant souffrant d'un handicap, que vous devez à chaque fois amener à l'hôpital, vous ne comprendrez pas ce que cette femme ressent. Vous ne comprendrez pas la douleur que cette femme a dans sa chair. C'était des enfants simples, normaux, qui n'ont pas de problème de santé. On allait dire que ok, tu peux te battre, tu envoies l'enfant à l'école publique et tout, tu te débrouilles. Mais là, c'est des enfants qui certainement, je ne sais pas s'ils peuvent aller à l'école. La première ne peut plus. Mais il faut à chaque fois un suivi médical. Ça fait que le travail qu'elle fait au quotidien pour subvenir à ses besoins et aux besoins des enfants devient inférieur à ce qu'il faut dépenser. Il faut, pour la comprendre, nous vivons au quotidien, on ne connaît pas les vies des gens ici. Oui. Mais pour vivre avec un enfant qui à 7 ans ne marche pas, ne parle pas, il faut avoir de la témérité. Donc cette femme, je la comprends parfaitement. Maintenant, sa réaction d'aller au lieu de service, je vous assure qu'il y a des femmes qui portent plainte de leur mari à leur patron. L'autre là, ça ne cause pas de problème. Parce que quand une femme arrive à ce niveau, ça veut dire que l'homme il a foiré, il en a beaucoup fait. Et si cette femme est arrivée jusqu'à ce niveau, je vous assure que les images montrent que c'est un homme en tenue. Et vous savez que c'est des personnes qui sont parfois, je ne veux pas dire qu'elles sont toutes comme ça, mais qui sont très irresponsables. Très irresponsables. Pourquoi? Parce qu'eux, ils maîtrisent la loi et la force de la loi. Ça fait que quand vous arrivez devant... Ils peuvent maîtriser la loi, pas qu'ils maîtrisent. Ils peuvent maîtriser la loi. Je ne veux pas savoir. Parce qu'ils dans la vidéo, il a dit qu'il devait te mettre en cellule. Donc je ne suis pas en train d'inventer, je suis dans la vidéo. Il dit, je vais te mettre en cellule. Pendant que la femme écrit, elle est tellement en colère, les enfants sont en train de crier, la femme dit, papa, ça ne l'intéresse pas. Un homme, quand il est à son lieu de service, il voit son enfant. La première chose qu'il fait, c'est quoi? La première des choses que l'homme a fait quand il voit son enfant venir le trouver au travail, c'est quoi?
tirer l'enfant vers lui pour que même si la femme crie n'importe comment, quand elle voit l'enfant dans ses bras, tout le monde verra l'enfant dans ses bras et dira que l'homme s'il ne peut pas détester les enfants, là, la femme s'il la fait seulement, elle dérange seulement. Mais quand il fait ce qu'il était en train de faire, tout le monde comprend qu'il est à la base un irresponsable, un homme violent. Vous faites des enfants avec une femme, qu'il soit bien ou pas, vous n'avez pas demandé. Les familles n'étaient pas d'accord, mais vous êtes couchés ensemble, vous avez fait des bisous, vous avez fait les enfants. Maintenant que les enfants sont là, il disparaît et il veut qu'on le cajole, qu'on le caresse pour lui demander de prendre ses responsabilités. À un moment donné, vraiment, cette femme n'a pas les moyens pour aller en justice. D'accord. Elle n'a pas les moyens pour poursuivre une affaire en justice. Sauf qu'elle allait au service social et les services sociaux sont souvent situés dans les enceintes des commissariats. Lui, il peut choisir de respecter ou pas, on ne va rien lui faire. Elle est qui? Elle est personne. Donc voilà la seule chose qu'elle pouvait faire, venir crier et bavarder. Et je vous assure que si elle est arrivée à ce niveau, alors qu'ils sont séparés il y a déjà 3 ans, ça veut dire qu'elle en a jusque là. Très bien. On apprécie peut-être le comportement de la dame également, mais l'homme aussi. Est-ce qu'il est normal que lorsqu'on a des enfants avec une femme, que l'on choisit justement de s'en écarter pour une raison ou pour une autre? Les enfants quand même, c'est important. Mais est-ce qu'on peut justifier l'attitude de l'homme, Dominique Audrey? Parce qu'il y a d'autres histoires plus compliquées que les gens vivent dans leur maison et qui n'en parlent pas. Mais est-ce que l'homme ne peut pas avoir quand même des choses qui l'auraient amené à agir pareillement? Il pourrait avoir des raisons de ne plus vouloir être avec la mère de ses enfants. Mais il n'y a aucune raison, aucune, Michel, pour que cet homme-là ne veuille plus ou ne veuille pas s'occuper de ses enfants à lui. Oui. Oui. Donc on peut comprendre qu'avec la mère de l'enfant, ça ne passe pas. Vous ne voulez même pas la voir en peinture, d'accord. Mais votre progéniture, c'est votre continuité. C'est votre continuité. Vous êtes obligé de faire avec cette femme parce que vous avez des enfants. Donc, il n'y a pas de justificatif aujourd'hui. Cette femme, c'est une femme admirable. Beaucoup de personnes, malheureusement, insultent, pensent qu'elle est partie de la maison pour venir suivre son mari au travail. Non, ils ne vivent plus ensemble. Ils ne vivent plus ensemble depuis 3 ans déjà. Et ce n'est pas le mari qu'elle suit. C'est une femme qui attend que le monsieur lui donne 120 000 pour que la deuxième puisse aller à l'école. Puisque les premières années, elle a allé, mais malheureusement, elle n'a pas pu tenir à cause du problème qu'elle a. Et la première, il va falloir qu'on... Il est quand même gendarme, il est quand même homme en tenue. Bon, si ce n'est que 120 000 quand même, bon... Et la première, on doit pouvoir payer une formation pour elle, puisqu'à l'école, ça ne marche pas. Ouais. Et la deuxième, c'est 120 000. C'est tout ce que la dame réclame. Je pense que lorsqu'on arrive à la séparation et que les institutions vous demandent de payer un certain montant, si vous n'avez pas, comme des personnes civilisées, comme des adultes civilisés, vous dites à la femme avec qui autrefois vous avez partagé votre couche que voilà, j'ai quelques problèmes en ce moment, mais je voudrais que tu prennes d'abord ça, en attendant je vais te donner. Et la dame mentionne que ce n'est pas la première fois que ça en arrive là. Pour qui donne de l'argent, c'est toujours des tiraillements. On a envie de lui dire madame, laissez-le, mais lorsqu'on finira de dire laissez-le, elle paye déjà le loyer. Elle s'occupe de la santé, elle s'occupe de l'hébergement, de la nourriture et tout. Comment est-ce qu'elle va faire? Malheureusement, dans notre pays, on n'a pas d'accompagnement pour les mères célibataires. Je veux dire qu'un fonds où on donne, peut-être il y en a, mais on n'est pas au courant, des fonds qu'on alloue, comme dans d'autres pays, des allocations pour des femmes comme celle-là qui ont besoin d'accompagnement. Et moi, je suggérerais à cette femme de se rapprocher de Regard Social. Et de présenter avec tous les documents qu'elle a, toute la situation de façon un peu plus détaillée, la situation, et qu'on oblige cet homme à s'occuper de ses enfants. Ouais. Parce que ses enfants ont des problèmes et à elle seule, elle ne peut pas. C'est quand même assez embêtant, Dominique Audrey, je le dis en tant qu'homme, quand vous êtes quand même fonctionnaire. Oui. Parce qu'on va dire que c'est pas tout le monde. Mais quand même, c'est 50 000 francs qu'elle vous demande mensuellement. Il y a aussi que... Mais vous pouvez quand même vous dire, bon, dans mon compte, dans mon argent mensuellement, vraiment de façon spontanée, je vais demander à la banque de faire un retrait de 50 000 qui est viré chez elle. Et voilà, et basta quand même, non? Ça vous éloigne des ennuis. Oui, vous n'allez même pas la voir, vous n'allez même pas vous croiser et tout. Mais malheureusement,
je sais pas, peut-être ça va paraître mesquin, mais de plus en plus, je remarque que lorsqu'un homme se rend compte qu'avec une femme, il a eu un enfant qui a eu un problème, on a tendance à faire comme si cet enfant n'en était pas un. Que l'enfant est né avec un handicap, l'enfant a un retard au niveau du cerveau, on a envie de jeter. Vraiment, il ne faudrait pas qu'on colle cet enfant à nous, c'est pas un enfant ça. On ne choisit pas les enfants qu'on a. Vous pouvez avoir des enfants bien portants et en une seconde, vous les perdez tous. On ne passe pas un concours pour avoir des enfants et on ne passe pas de concours pour avoir des enfants normaux. Personne ne choisit d'avoir des enfants normaux ou anormaux. Et justement sur la question, cher Lamine Bachou, ce matin, l'attitude de l'homme peut-être être justifiée, l'attitude justement du recul vis-à-vis de la femme. Et à côté de cette attitude-là, lorsqu'on fait des enfants, Dominique le dit très bien, on ne choisit pas des enfants. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir d'autres raisons, d'autres choses qui sont profondément ancrées chez cette dame, qui pousseraient cet homme à s'éloigner d'elle? Quand même, il y a des femmes qui portent bonheur, il y a des femmes qui portent chance, il y a des femmes qui frisent l'attirance. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne peut pas être ces éléments manquants qui auraient amené cet homme à se retirer littéralement, même si on condamne le fait qu'il abandonne les enfants? Monsieur Michel, cette femme est une sorcière. Cette femme est une sorcière. Je le dis, je pèse même. Vous n'êtes pas excessif. Monsieur Michel, vraiment, laissez vos formules de politesse. Cette femme est une sorcière. Lorsque elle a bien dit qu'elle est mariée, le jour du mariage, c'est elle qui parlait. Le jour où ils étaient avec la famille, c'est elle, même avec la famille, lorsque les deux familles sont rencontrées. Est-ce que M. Michel Ngachou... Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Ils ont été ensemble. Est-ce que le jour quand ils se mettaient ensemble, c'est la famille? Une femme qui viole l'espace de travail d'un homme est une sorcière. J'ai dit une sorcière et il faut la traiter comme telle. À une certaine époque, on les brûlait, M. Michel Ngachou. Non, mais ça n'est pas... J'ai dit à une certaine époque, quand je dis une certaine époque, c'est l'époque médiévale. On les brûlait, M. Michel Ngachou. Il faut les traiter comme ça. C'est le lieu de service. Les problèmes familiaux ne se transportent pas au service. Auquel cas, vous tous ici, vous aurez raconté vos problèmes. Parce que vous en avez. Voir une femme qui débarque au lieu de service pour venir faire, vous savez ce que ça fait, M. Michel Ngachou? Vous savez ce que ça fait? Entre la vérité de cette femme et la vérité de cet homme, il y a la vérité. C'est au boulot qu'on va découvrir cette vérité. C'est vos collègues qui vous jalousent, c'est vos collègues qui cherchent des problèmes, qui vous cherchent des noirs, qui vont arranger votre problème. Eh bien, si ce monsieur a une sanction, parce que la discipline militaire le voudrait, il a une sanction et qu'il est chassé, elle va nourrir ses enfants avec quoi? Elle va le trouver à la maison pour bagarrer encore et chercher l'argent? Elle vient d'aider donc son mari à s'enfoncer dans sa coque. Et vous avez des femmes, M. Michel Ngachou, qui attendent un problème. Attends, tu vas voir, je vais te trouver à ton lieu de service. Je vais te montrer ça à ton lieu de service. Monsieur, c'était là comme tel, n'ayez pas pitié. N'ayez pas pitié d'elle, elle a violé l'espace. C'est l'espace qui appartient à votre patron. C'est votre entreprise. Est-ce que vous n'êtes pas dans une culture de la violence, la Charles? Monsieur Michel Ngachou, prenez du bord que vous souhaitez, mais j'estime qu'à un moment donné, la femme doit connaître. Il y a des voies de recours, vous l'avez dit. Elle peut porter plainte. Elle peut porter plainte dans un commissariat. Elle parle au service social. Elle peut faire une citation directe. Elle peut faire une citation directe par devant le procureur. La situation ne va pas avec tous les éléments constatés par les services sociaux. Même si les services sociaux ne suivent pas, elle peut faire une citation directe. On va convoquer M. Michel Ngachou, ce monsieur. Il viendra. Quand c'est la justice qui vous envoie par voie normale, M. Michel Ngachou, vous allez déférer. Et on va vous poser la question, pourquoi vous ne vous occupez pas de votre enfant? On va enrôler l'affaire. Je connais des messieurs. Je connais des messieurs, des opérateurs économiques qui disaient être intouchables, qui ont fait des enfants et des femmes. Au lieu d'adopter cette situation, la femme a dit, ok, tu m'as gagné. Elle est partie en Ndogoti porter plainte. Parce qu'il résidait dans la zone, elle est partie porter plainte en Ndogoti. Monsieur Michel Ngachou, quand il est arrivé, je ne sais pas ce que les gens bavardent dehors. Quand vous êtes devant le juge, vous comprenez, l'homme a essayé d'utiliser toutes les techniques pour magouiller. On a dit ici, monsieur, vous allez vous occuper. Vous avez le choix. Soit vous définissez, vous ne posez pas une reconnaissance, vous définissez, soit on applique la loi. Et le monsieur s'est retrouvé contraint. Aujourd'hui, nous avons affaire à des rois bozos, des femmes qui croient qu'elles sont des super maquillades, qui sont prêtes à tout dans la rue, dans le quartier, qui débattent. Non, monsieur Michel Ngachou, je connais des hommes, et je crois que Bob Bogue est le président de cette association pour le littoral, des violences faites aux hommes. Ça, c'est une violence.
deuxième soit le premier point pour régler. C'est ça qui m'a mis en colère. L'autre chose, monsieur Michel Ngatsou, c'est que quand la femme, avant qu'elle aille en mariage, on prépare le ventre de la femme. La dite n'est pas mariée de toutes les façons. Avant que la fille, même la jeune fille, elle a déjà les enfants, non? D'accord. Avant que la jeune fille, quand elle commence même les relations, monsieur Michel Ngatsou, on prépare le ventre de sa fille. Ma première fille qui est partie en mariage à l'âge de 18 ans, monsieur Michel Ngatsou, elle a 24 ans aujourd'hui, j'ai préparé son ventre. Elle qui part, comment doit être le ventre de ma fille? On dit au village qu'il faudrait, quand une fille va en mariage, il faut que même si on pisse, elle traverse et ça la prend. On parle ça, c'est trivial. Je vous explique pourquoi vous comprenez. On nettoie, on prépare. Vous avez des jeunes filles qui se lancent sans avoir des ventres préparés. Des mamans à partir de 15 ans, on commence à préparer des décoctions. On fait boire la jeune fille, elle-même ne sait pas pourquoi. Quand la jeune fille va déjà entrer dans une relation, lorsqu'elle vient dans ma famille, si c'est mon fils qui a ramené une autre fille, monsieur Michel Ngatsou, de mon côté, maintenant, je commence à préparer celle qui est venue. Est-ce qu'en venant, elle est d'une famille? Comment est-ce que les enfants sont dans leur famille? Je mène des enquêtes. Si je ne peux pas mener des enquêtes, et j'ai un ami comme Bombok, j'appelle Bombok, je dis Bombok, il faut qu'on observe. Bombok descend, il observe, il regarde. Est-ce qu'ils n'ont pas des enfants mongols? Est-ce que la trisomie 21 n'est pas là? Est-ce qu'ils n'ont pas d'épilepsie? Est-ce qu'on enquête sur l'ensemble de la famille? Vous avez des familles qui sont maudites. Vous avez des familles qui portent le mauvais karma. Vous avez des hommes qui ont eu à faire du mal dans leur vie. Ça ne se répercute pas sur l'homme, il mène bien sa vie, mais ça se répercute sur ses enfants. Quand ses enfants vont en mariage, il faut laver cela. C'est la raison pour laquelle on dit toujours respecter les différentes phases du mariage. Et lorsque la femme est enceinte, monsieur Michel Ngatsou, c'est important, je termine là. Lorsque la femme est enceinte et qu'elle porte un bébé, on s'interroge. Est-ce que le bébé évolue de manière normale? On encadre. Est-ce que l'enfant peut avoir, si l'enfant présente des signes, on commence à soigner l'enfant dans le ventre. Dans le ventre. C'est la raison pour laquelle parfois vous marchez, vous allez au marché, il y a des femmes qui vont confirmer ça. Vous avez maman qui vous appelle et dit que maman, la corde est sur le bébé, il faut tourner le bébé. La femme rentre, elle appelle son mari, on vient de me dire, elle va à l'hôpital, elle fait l'échographie, on confirme qu'effectivement, il y a des techniques. Beaucoup de jeunes filles prennent, elles ont des histoires, quand tu amènes du village, c'est vos histoires du village, là, je prends déjà les médicaments de l'hôpital, je suis sur l'enfer, je suis sur fer, je suis sur ceci, elles vous balancent alors que ça participe. L'Afrique, je vous assure, n'était pas prédestinée. L'Afrique d'aujourd'hui était préservée des hommes forts, des hommes vivants. On comptait les handicapés. Aujourd'hui, regardez ce qu'on a. Malheureusement, pour cette femme, je dirais qu'elle retourne dans la famille de l'homme. Si ça ne va pas, elle fait une citation directe, elle prend des mesures, mais celle-là, je suis contre. Mais est-ce qu'avant, il ne faut pas qu'il y ait un mea culpa de l'attitude de la dame vis-à-vis de l'homme, d'abord, et qu'il y ait également un mea culpa de la vie de l'homme vis-à-vis de sa femme, pour n'avoir pas pris la peine, d'accord, de la femme, pour n'avoir pas pris la peine justement de s'occuper des enfants? Est-ce que les deux ne devraient pas déjà, à la base, se dire, d'accord, j'ai mal fait, moi aussi j'ai mal fait, mais non, la fille peut, je sais pas, comment on résout ce type de problème? Bon, vous qui êtes confronté à ça au quotidien avec plusieurs personnes qui vont rencontrer, vous résolvez ça comment? Non, ils sont dans une situation conflictuelle. Oui. Ils se sont unis, deux fois se sont séparés. Ça veut dire que ça ne prête pas à utiliser la formule que vous énoncez là. Lui, il dit non. L'homme, il s'est séparé, et l'homme est revenu. Ils se sont mis ensemble, ils ont eu un deuxième enfant. Après, ils se sont séparés. Ça veut dire que les problèmes qui étaient supposés être posés, la femme les connaissait. Et pour cela qu'on vous dit justement qu'avant de vous marier, de vous mettre ensemble, les problèmes de mariage, on les projette, on les connaît. Et c'est pour ça qu'on demande de supporter. Supporter, c'est qu'on sait que mon mari est taciturne, mon mari est violent, mon mari est ici, ma femme est hypocrite, ma femme elle aime les gens, elle peut ouvrir même sa chambre conjugale. On connaît ces problèmes-là avant. Mais ici, ils se sont essayés 2 fois, ils n'ont pas pu. Et je suis convaincu, tel que la femme l'a réagi, c'est elle qui a chassé cet homme. L'homme ne doit pas faire son mea culpa là. La seule chose que l'homme peut faire, c'est de voir dans quelle mesure il peut venir en secours à ses enfants. Mais à un moment, une femme à problème, un sac de fourmis, ne vous permet même pas d'avoir accès à vos enfants. Il semble être le cas de cette femme.
il y a eu des problèmes avant de se réunir pour la seconde fois. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'abord de son côté, du côté de la famille de l'homme? Votre fils, votre frère qui revient là, j'ai vraiment, il a vu quoi? Elle gère seule. C'est pour ça qu'on vous dit que le salut est collectif. Le salut n'est pas individuel. Le salut n'est pas individuel. Moi, si un homme me fait ça, j'ai fait ci. Si une femme me fait ça, j'ai fait ça. Ce n'est pas possible. Vous serez coincés. Vous serez coincés. Donc, pour les femmes qui nous coûtent, là où elle est, justement, comme elle ne veut pas prendre les voies, j'allais dire, de la tradition, le texte de la République recommande qu'ils ont vécu en concubinage et il y a des enfants. Tous les tribunaux du Cameroun ont ce qu'on appelle quelqu'un qui parle du social. Oui. Je pense même qu'il y a une option qu'on a mis dans les tribunaux aujourd'hui. On parle de juge d'instruction. Les juges, vous y allez, il y a un service social là-bas qui est présidé par un magistrat. Vous posez le problème et puisqu'il y a des cas de maladie... Est-ce que l'attitude de la femme bagarreuse ne peut pas être un inconvénient pour elle, même si demain elle reprend le chemin de la justice? Justement, elle sait ça. Elle sait ça, c'est pour ça qu'elle fait sa gâte. C'est-à-dire que même si l'homme, on engage une procédure disciplinaire contre l'homme qui est non maintenu, parce qu'on sait ce que représente la discipline dans ce corps-là, et le gars sera mis dans une position inconfortable, oui. Et il peut même perdre ses galons, il peut se retrouver au quartier. C'est pour ça qu'elle a dit, ça gâte, elle sait ça. Voilà. Elle sait ça. Et au moment où l'homme perd donc le travail, elle va s'occuper des enfants. Comment? Donc le moyen pour amener l'homme à s'occuper, c'est de saisir le procureur. Très bien. Et puis on juge d'instruction, on contraint l'homme. Et là maintenant, comme vous avez dit dans l'introduction, on vire, on coupe son salaire, on dit que voilà, on vire et tout, on vire la femme pour l'encadrement des enfants. C'est très dangereux. Merci à vous, Bon Bengan, merci Charles Hamel, Karine Santé, Dominique Audrey. Vous également, madame, messieurs, on attend vos réactions, vos nombreuses réactions d'ailleurs. L'histoire également, vous la comprenez, vous la connaissez. Ça fait le tour de la toile aujourd'hui. La dame a été approchée par Dominique Audrey Oyengelek, notre collaboratrice sur ce plateau, et qui a pris la peine, bien sûr, de raconter les tenants et les aboutissants de l'histoire. Entre autres, quand même, nous souhaitons que ce type de soucis dont les familles trouvent des dénouements importants, des résolutions rapides, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, madame, ou encore vous, monsieur, à vivre ces réalités. Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la négligence des mesures barrières face à la recrudescence du Covid-19 phase 2 dans ce pays. Le Cameroun fait face à la phase 2, si vous vouliez, une deuxième variante de la Covid-19. Et malgré cela, les comportements à risque sont légion. Pas de port de masque dans les espaces publics, surcharge sur les bensikines et motos, sureffectif dans les églises et salles de jeu, remplissage des stades de fortune, malgré les interpellations du pouvoir public et du chef de l'État, les mesures barrières restent timidement observées. Pourquoi? La question, je vous la pose. Le Cameroun fait face à une recrudescence des cas de Covid-19 avec une augmentation du nombre de personnes infectées dans les communautés. Plus de 2000 nouveaux cas ont été enregistrés en l'espace d'un mois. De 24 189 cas positifs confirmés au 1er décembre 2020, le pays enregistrait 24 560 cas au 4 décembre, selon les chiffres communiqués par le ministre de la Santé, soit 371 nouvelles infections en 72 heures. Cette hausse de contamination coïncide avec la reprise des activités dans différents secteurs, l'école, reprise des compétitions sportives et j'en passe.
Le Cameroun est-il équipé pour ce qui est de la détection de cette nouvelle variante? On attend les informations du ministre de la Santé. Quand on fait des recherches du docteur Tazon Maurice, docteur Hobson et Monseigneur Cléda, les a-t-on mis au goût du jour? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'aucune mesure restrictive n'a été encore prise par le gouvernement camerounais? Voudrait-on revenir aux mêmes erreurs du 17 mars 2020? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne pense plus réactiver les 20 mesures barrières édictées en avril 2020? De quoi ont-ils peur? Mieux attendent-ils que la France donne des instructions? Point d'interrogation. Que sont devenus les hôpitaux de campagne démantelés pour la Chane? Mieux encore, les différents centres de prise en charge du Covid-19. On les a réinstallés où? Question. Vivement que le ministre de la Santé rassure les Camerounais sur la disponibilité du matériel lorsqu'on apprend que les tests sont insuffisants et certains malades se croient sains. Le docteur Esso le précisait, il y a beaucoup qui portent le coronavirus, mais qui sont des porteurs sains. Faites attention. Les dépistages volontaires ne cessent de nous démontrer autre chose. Est-on prêt au ministère de la Recherche scientifique? A-t-on assez de chloroquine? Point d'interrogation. Comment comprendre cette démobilisation observable au COUSP, alors que la situation exige une vigilance accrue à tous les niveaux? Comment comprendre que face à la découverte de 2 nouvelles variantes du Covid-19 dans le monde, l'un en Angleterre, l'autre en Asie, je pense au Japon, ils sont de moins en moins nombreux à respecter la pile des mesures prises par le gouvernement. Comment comprendre que face à la recrudescence de ce virus, les bars ne cessent de remplir, les snack-bars, alors ils explosent, les restaurants, églises et mosquées restent ouverts alors que partout dans la sous-région, on a procédé à la fermeture temporaire des frontières. Le cas du Tchad, le cas de la Centrafrique qui certainement va parler de la guerre, et du Gabon. Le Gabon est encore sous confinement avec des mesures strictes. D'aucuns ont l'impression que l'épidémie est terminée. Pour d'autres, c'est l'oubli, la négligence ou l'inconfort lié au port du masque qui ont avancé comme raison. Comment comprendre qu'alors que certains pays ont procédé à un confinement strict, nous on continue d'accueillir des étrangers dans nos aéroports? Ah, c'est bien. Comment comprendre que les mêmes tests ne sont pas exigés aux frontières terrestres et maritimes de ce pays? Comment comprendre que le port du masque ne soit plus obligatoire? Comment comprendre que Sceaux et Savon aient disparu des entrées de certaines entreprises, magasins, boutiques et quartiers? Dans les bars, les gens s'embrassent, se parlent bouche à bouche, avec des postillons qui sortent d'une bouche à l'autre, ça ne dit rien à personne. Comment donc comprendre que les mesures barrières aient été si vite oubliées alors que plein de familles n'ont eu de cesse à enterrer des morts liés au Covid? Colère exprimée ce matin par Charles Membachou. Pour vous en même temps, madame, messieurs, croit-on toujours au Covid-19 au Cameroun? Les Camerounais y croient-ils d'ailleurs? Pourquoi ne plus respecter les mesures barrières? Au mieux, qu'est-ce qui fait barrière aux mesures barrières aujourd'hui au Cameroun? Les Camerounais comprennent-ils la nécessité justement de se prendre encore en charge par rapport au Covid-19? Qu'avons-nous fait aujourd'hui, comme Charles Membachou l'a bien précisé, du gel hydroalcoolique, du cache-nez, de la distanciation sociale et de toutes les mesures qui ont été dictées par le gouvernement de la République aujourd'hui. Et au-delà quand même de la question, on va s'interroger effectivement sur la gestion même de ce Covid-19 au Cameroun, qui sont ceux qui sont censés tenir cette gestion en bonne place aujourd'hui. Que nous dit exactement celui qui coordonne, on va dire, la gestion de la pandémie au Cameroun, qui est le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté? Comment peut-on avoir encore l'appréciation sur le comportement du SGPR à un moment donné qui lui aussi est rentré dans cette gestion du Covid-19 et qui a permis de démanteler certaines mises en place qui ont été faites pour pouvoir lutter contre ce Covid-19 par rapport aux malades? Est-ce qu'on a pensé justement à la phase 2 au moment où on nous fait savoir qu'il y a également des souches
ou encore une mutation réelle au niveau des États-Unis, la Grande-Bretagne et même au jeu de la France. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Bonbon Benga Kandji, comment apprécie-t-on la gestion même de la pandémie du Covid dans un premier temps et qu'est-ce qui peut justifier la barrière aux mesures barrières au Cameroun? Il y a celui qui avait écrit Les intellectuels faussaires, il s'appelle Pascal Boniface, vous vous rappelez du livre Les intellectuels faussaires. Il vient de publier, il a publié l'année dernière un autre livre, Géopolitique du Covid-19, ce que nous révèle la crise au corona. La préface est d'ailleurs de Madame Roselyne Bachelot et c'était aux éditions Erol. Il explique très bien ce qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est-à-dire que certaines firmes qui coordonnent, qui encadrent le sous-système des Nations Unies est en train d'imposer une orientation aux pays pour les empêcher de définir, je veux dire, de prendre leur souveraineté. Ça veut dire clairement que les pays, face à une pandémie, pareil, on dit souvent, entendons qu'est-ce qu'il faut faire, chacun vient avec sa contribution. Donc on empêche aux pays sous-développés d'apporter leur contribution à la résolution de cette crise mondiale. C'est ce qu'il essaie d'expliquer dans ce livre-là. Donc c'est ça qui explique que dans notre pays, on est scotché, comme on dit souvent, aux orientations que la mère patrie nous donne, j'allais même dire nous impose. Et la mère patrie, qui est la France, est également entrée dans la même spirale que le Vatican. Pourquoi? Parce que on vous dira c'est l'Organisation mondiale de la santé qui doit encadrer. Et vous avez vu le comportement de la Chine avec Donald Trump qui a dit la Chine a caché la Chine. Il faut passer la Chine. Non, l'Organisation mondiale de la santé a dit non. Et la Chine, on ne touche pas. La Chine fait ce qu'il fait. Mais maintenant, lorsque les médecins cubains viennent aux États-Unis, vont en Chine, en Italie, dans toute l'Europe, bon, ils viennent faire donner quel protocole, personne ne vous dit rien. Mais là, c'est sur le plan mondial. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne ça. Nous, on vit au rythme des orientations de la France. Et la France est intégrée dans ce monde-là. Donc, pour l'autre cas, le pays veut avoir de l'argent. Ils se sont rendus compte qu'en fait, le Covid dans notre pays n'est pas un problème de santé publique. C'est vrai, les gens ont constaté, il y en a qui s'en sont morts. Mais précisément parce qu'on a ouvert à un moment donné, on n'a pas pu contenir. Quand on demandait aux gens, méfiez-vous, ils ne se méfiaient pas. Autre chose, le corps médical donne des orientations. On vous dit, ce n'est pas la dépouille de corona qui fait problème. C'est vous qui venez enterrer votre personne qui risquait d'être contaminée. Donc, on pouvait, les médecins nous ont dit qu'on a eu à gérer les cadavres plus dangereux que les cadavres Covid, notamment le choléra et autres. Donc, il fallait donc limiter les enterrements, les obsèques à stricte intimité familiale. Et là, les autorités administratives, dont le politique est venu s'occuper des choses qui ne le concernaient pas. Ça a donc créé quelque chose de terreur dans la tête des gens. Oui. Y a-t-il Covid? Y a-t-il? Non. Covid, Corona-19 existe. Et Corona-19 amène à la mort. Mais Covid-19. Voilà, Covid-19, pardon, merci. Coronavirus. Donc, ce virus de Corona existe depuis les années 60, on connaît. Mais Covid, c'est une méchante grippe. Est-ce que nos solutions camerounaises peuvent nous permettre de résister? Oui. Effectivement, donc, oui. Et là où il y a donc, j'allais dire la mafia, et que regardez le comportement. Charles Hamel a bien fait de relever le comportement, la méthode de Monseigneur Cléda et qui a été validé par la conférence épiscopale nationale. Mais pourquoi Cléda n'est pas encadré par le Vatican? Le Vatican encadre plutôt les solutions proposées par l'Organisation mondiale de la santé. Précisément, ça veut dire qu'on entre dans l'ancienne spirale qui veut dire qu'il faut exterminer la population africaine. Ça aussi, il ne faut pas le nier.
Il faut faire très attention. Il ne faut pas le nier, d'accord. Oui, oui, tout à fait, il ne faut pas le nier. Oui. Maintenant, nous autres qui avons fait des propositions, nous les thérapeutes africains, bon, on dit, bon, disons même que nous n'aidons pas. Pourquoi le même Vatican ne veut pas mettre en place au Cameroun, dans des États africains, des vrais hôpitaux? Il existe une chaîne hospitalière catholique en France. En France, en Suisse, les catholiques, dans la recherche de la médecine, ils sont très avancés, autant que les militaires. On va quand même s'interroger sur une autre question, Bombo. Et Karine Santia, qu'est-ce qui peut justifier la morosité de la communication vécue au Cameroun autour même de la gestion de la pandémie du Covid-19? On se rend compte aujourd'hui que celui qui semble tout faire pour cette communication, c'est le ministre de la Santé lui-même à travers les tweets. Qu'est-ce qui peut justifier que le Cameroun lui-même se désengage d'une communication aussi forte, frappante autour du Covid-19? Puisque c'est important de le faire. Tout a commencé par les bruits. Les bruits? Oui, tout a commencé par les bruits. Il y a eu beaucoup de bruit à l'information concernant la Covid-19 au Cameroun. Et le premier bruit concernait même déjà l'annonce des premiers cas. Oui. Vous vous souvenez bien que le premier décès de coronavirus au Cameroun, c'était le 14 mars. Donc 10 jours après... Le 14 mars 2020. 10 jours après que ce Camerounais soit rentré de l'Italie. Il est décédé, il était le 3e cas de coronavirus au Cameroun. Là encore, c'était stable. Sauf que quelques jours après, le 17 mars, il y a eu l'arrivée massive de Camerounais venant de l'étranger par le vol Air France. Et ces derniers, quand ils sont arrivés, ils sont rentrés dans leur famille. Ils n'ont pas été gardés en quarantaine. Ceux qui étaient même parfois en quarantaine fuyaient la quarantaine pour se retrouver dans les familles. L'élément de communication. J'y arrive. Lorsque vous avez tous ces différents faits, vous vous rendez compte que la brouille au niveau de l'information, c'est que tant que je n'ai pas encore moi-même déjà contracté la maladie, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Il y a une grosse difficulté dans l'explication même des méthodes de contamination de cette maladie, parce que les Camerounais n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce qu'on les contracte. C'est là où on a commencé à faire les campagnes où saluer ceci, saluer avec le coude, éternuer dans le coude, faites ceci, faites cela. Après tout cela, la communication qui a été la plus en vue était celle de Twitter. L'État du Cameroun n'a pas beaucoup utilisé les médias traditionnels pour passer l'information. Et sur la toile, il y avait beaucoup de choses qui se contredisaient. Il n'était pas convaincu ou bien? Qui l'État du Cameroun? Oui, effectivement, c'est un mode de communication qui est beaucoup plus proche des populations aujourd'hui. Lequel? Les médias traditionnels. Oui, bien sûr, en fonction de notre société. En fait, le Cameroun est un pays où le média traditionnel a beaucoup plus de place encore pour l'instant. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a tout concentré la communication sur le nombre de nouveaux cas, le nombre de décès. Et à un moment donné, le ministre de la Communication a stoppé de donner le nombre de décès, le nombre de nouveaux cas. Il donnait juste que nous sommes déjà à tel nombre, nous sommes déjà à tel nombre. Est-ce que ce n'est pas à ce moment précisément que le ministère de la Communication est plus que jamais attendu? Parce que quand on dit quand même ministère de la Communication d'un pays, on a une pandémie comme le coronavirus qui arrive, le ministère prend sur lui d'avoir tous les médias du Cameroun et les amener à sensibiliser au maximum les Camerounais. Est-ce que c'est pas aussi la faiblesse de l'actuel ministre de la Communication qui, depuis 2020, semble tant bien que mal de se battre comme il peut? Ils n'ont pas préparé une véritable campagne de communication. Donc on n'a pas anticipé. Oui, on n'a pas pu anticiper, mais sauf que même pendant la pandémie, les campagnes qui étaient faites étaient un peu à tâtons. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas eu une véritable campagne de communication bien pensée. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que même la sortie du ministre, lorsqu'il annonçait les 13 mesures de restriction qu'on avait prises pour limiter les contaminations, c'est-à-dire que fermeture des bars à partir de 18h, ainsi de suite, ainsi de suite, les Camerounais ont encore trouvé à redire, parce que vous ne pouvez pas interdire les rassemblements de plus de 50 personnes et fermer les bars seulement à 18h. Ça veut dire que les gens peuvent boire jusqu'à se suicider de boisson avant 18h, et en soirée maintenant ils peuvent aller se coucher pendant
pendant ce temps, le coronavirus va continuer de se balader. Il y a eu ça. Il y a eu aussi que après cela, vers le mois de, à un certain moment, vers le mois de juin, juillet, si je ne me trompe pas, on a eu l'allègement de ces mesures encore, toujours dans la communication du Premier ministre, ce qui a encore fait croire aux Camerounais que, en fait, c'est sûr que vous avez déjà jugulé la pandémie, donc vous pouvez avancer. Dominique Audrey, est-ce que vous constatez encore que les Camerounais prennent la peine aujourd'hui d'avoir ne serait-ce que le cache-nez dans les rues de Douala, de Yaoundé et dans d'autres régions? Quel est le constat que vous faites sur le terrain? Ne serait-ce que le cache-nez? C'est qu'aucun de nous n'en met plus. Oui. Aucun de nous. Bon, de nous n'en mettons plus. Sauf lorsque vous allez dans certaines banques et qu'on exige un masque pour pouvoir y avoir accès. Ou dans les hypermarchés. Voilà, donc là vous courez, vous achetez un masque, vous mettez, on vous laisse entrer, on vous met du gel et après lorsque vous sortez, vous mettez ça dans la poche de votre pantalon et c'est fini, terminé. Malheureusement, personne n'en met plus et le constat général, c'est qu'il y a une vague de grippe qui est très répandue aujourd'hui là dehors. Malheureusement, on est obligé de se rendre compte que plus personne ne respecte plus rien. Aujourd'hui, on a des concerts qui ont repris, on a des événements qui ont repris, on a les snack bars qui ont totalement ouvert. On se retrouve assis les uns proches des autres, on recommence à faire des photos les uns collés aux autres, on s'embrasse comme ça, parce que dans nos têtes, Corona, c'est terminé. Dans ce que le Japon dit aujourd'hui avec le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud, les Camerounais se disent, bon, là-bas, c'est pour eux. La dernière fois, on nous a dit Corona, ça n'a pas fait grand-chose. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas parce que Samuel Keda lui-même aurait dit, hein, j'ai vaincu le coronavirus, et tout de suite les Camerounais se disent, bon d'accord, même si Samuel Keda dit que j'ai vaincu le coronavirus, ça veut dire qu'on a la solution ici. Oui, oui, c'est aussi cette quiétude-là qu'on a de savoir que... Cette assurance. Cette assurance d'avoir quelqu'un qui a pu mettre sur pied un produit qui a aidé de nombreux Camerounais, malgré le fait que le niveau de reconnaissance qu'on aurait dû lui attribuer pour ça, l'accompagnement n'a pas suivi. On aurait dû avoir son produit disponible un peu partout. Peut-être son produit ne traite pas simplement coronavirus. Il y a ces comprimés qu'on prend généralement quand on a la grippe là, qui ne sont pas pour la plupart du temps efficaces. Peut-être même son produit peut simplement traiter une simple grippe. Donc peut-être vulgariser cela fera qu'on aura nos systèmes qui pourront être déjà préparés pour qu'on ne puisse pas nous imposer un possible vaccin. Vous savez qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a été confiné d'abord? Enfin, on a eu un semblant de confinement quand même. On a fermé les marchés tôt. Confinement partiel. Oui, merci, les bars étaient fonctionnels, mais de l'intérieur. On s'enfermait à l'intérieur et les gens continuaient de boire normalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour j'ai envie de dire, pour... puisqu'on en parle, il fallait donc que les Camerounais reprennent conscience et reprennent confiance. Doit-on faire confiance à l'État du Cameroun à même de pouvoir gérer cette pandémie pour cette deuxième phase qui semble rentrer au Cameroun au moment où on fait savoir que 222 jeunes ont été contaminés par le Covid-19. Détectés positifs à le Covid-19 à Douala. À ce niveau, je ne pense pas qu'on devrait attendre que ce soit le gouvernement qui fasse quelque chose. Oui. Parce qu'il s'agit d'abord de nos propres vies. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur un axe lourd avec des camions qui circulent et dire que j'attends que le ministre de la Santé ou des Transports vienne m'enlever du chemin. Non, il faudrait qu'ils fassent à leur niveau et maintenant nous autres qu'on prenne véritablement conscience. Vous avez interpellé le ministre de la Communication. Effectivement, ils doivent avoir certainement des budgets pour pouvoir mettre tous les médias à contribution, que ce soit la radio, la presse et la télé, avec la diffusion continuelle, perpétuelle des spots. S'ils ne vont pas dans des télés, qu'ils le fassent au moins au niveau des panneaux publicitaires là, et que la ministre de la Recherche scientifique nous dise où est-ce qu'elle en est avec la recherche des chauves-souris, la fabrication de la chloroquine également, où est-ce qu'elle en est. Si on doit la mettre de côté avec ces produits-là, on la met de côté, mais maintenant qu'on mette Monseigneur Keda en avant. Merci beaucoup Dominique Audrey. Qu'est-ce que les différents ministres de chaque ministère au Cameroun ont fait du budget Covid alloué à chaque ministère, notamment le ministère de l'éducation de base ou encore le ministère de l'enseignement secondaire? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut au moins se faire un bilan et dire aux Camerounais ce qu'on en a fait véritablement? Qu'a-t-on fait du budget de Covid au niveau du ministère de l'enseignement supérieur aujourd'hui au Cameroun? Madame, Monsieur, la question est au centre d'une réflexion sur ce plateau avec les intervenants et vous aussi qui nous regardez.
Messieurs, merci encore de nous rester présents sur notre antenne ce matin et on en profite pour vous dire que quelques éléments perturbateurs sur l'atoll aujourd'hui ne vous permettent pas véritablement de nous regarder, mais envoyez les cœurs au maximum pour ceux qui veulent bien rester sur cette émission. Malheureusement, ce n'est que 10-12 qu'on signale en même temps. C'est fait le constat, Charles Hamel, Dominique et Karina. Il faut peut-être rapidement faire quelque chose quand même. Peut-être des éléments de sécurité autour de... Ils ont trouvé de nous signaler en même temps. Envoyer des cœurs. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous avons les ennemis de la vérité. De la vérité. Les ennemis de la vérité. La vérité dérange. C'est vrai que c'est plusieurs camps, il faut profiter aussi pour le dire, c'est plusieurs camps. Il y a des camps de personnes qui estiment qu'on a assez maintenu les Camerounais dans le noir. Il faut à un moment donné dire la vérité. Il y a un autre camp que chaque vérité n'arrange pas parce que ça met au devant de la scène l'ensemble de leur démagogie. Malheureusement. Oui. Et puis il y a le camp des neutres qui disent comme on ne met pas la situation ne va jamais changer. Voilà ce que nous avons au Cameroun. Et il faudrait un temps soit peu que les Camerounais s'habituent à vivre avec la vérité. L'absence de vérité a poursuivi les Camerounais jusqu'à dans leur mariage, dans la vie familiale, même où on se ment en se regardant les yeux dans les yeux. Donc il faudrait qu'on revienne un peu plus à... Allez, merci à vous. Gardez le bon cap sur notre antenne, madame, monsieur. Pour vous qui nous regardez de très loin à travers les réseaux sociaux, envoyez le maximum de cœur, le maximum afin de ne pas être, on va dire, buggé, de ne pas faire bugger justement la communication. C'est très important. Médiatude aujourd'hui Médiatude justement a terminé avec les votes. C'est important de le dire. Donc c'est terminé avec les votes à Médiatude. Et on attend bien sûr la semaine prochaine pour les différentes récompenses. Merci à vous madame, monsieur. La colère exprimée ce matin par Charles Hamel Bachou interpelle le Cameroun et l'une des questions centrales c'est qu'est-ce qui fait barrière aux mesures barrières aujourd'hui? Avant la pause, nous nous demandions qu'est-ce que les différents ministères du Cameroun ont fait du budget alloué à la lutte du Covid-19 dans les ministères, notamment au niveau du ministère de l'Éducation de base. On interpelle ici le ministre lui-même qui a semblé au courant de la semaine nous donner des explications qui n'ont pas été rassurantes. Lorsqu'on sait que des enfants aujourd'hui, seulement à Douala, ont été testés positifs au Covid-19, 222 au total dans des écoles, dans des établissements. Est-ce que le ministre peut nous dire exactement ce qui s'est passé? Et maintenant, au niveau de l'enseignement secondaire, quelles sont les dispositions que l'on prend dans les établissements? Le cache-nez, est-ce qu'on peut avoir des seaux? Est-ce qu'on peut avoir de l'eau? Est-ce qu'on a du savon minimalement? Est-ce qu'on a au moins... Est-ce qu'on a désinfecté l'école du retour des congés? Donc c'est toutes des questions qu'on va se poser. Qu'est-ce qui fait barrière aux mesures barrières? Charles Hamel Bachou. Peut-être j'avais un mot à dire là tout à l'heure. Non. Le problème qui se pose, il y a une politique de dépeuplement de l'Afrique. Oui. Il faut qu'on se rende compte. Pourquoi Samuel Cléda n'a pas été accompagné par le Vatican? Par l'Église catholique romaine. Parce que le Vatican est dans cette politique-là. La politique qui rassure les Occidentaux. Oui, tout à fait. Quand on vous parle de planning familial, vous avez vu comment, à l'époque, les occidentalisés s'en ont approprié. Oui, on ne peut avoir le nombre d'enfants que vraiment par rapport à l'argent qu'on a, le salaire même, de tout. Voilà comment on nous amène. Et ils sont surpris. Pourquoi il n'y a pas tant de morts en Afrique? Or, le paludisme et le sida tuent plus que Corona. Le sida a déjà fait plus de 25 millions de morts en Afrique. Ouais. On n'en parle pas. Le paludisme encore plus. Corona n'est pas un problème de santé publique au Cameroun. Il existe ici une commission nationale de médicaments améliorés. Pourquoi on ne met pas ça en place malgré les multiples appels? Nous avons mis ici. Nous vivons, et c'est là où ceux qui parlaient les accords sont terminés. Ils vont donc voir que la souveraineté détenue sur le Cameroun par la France est encore de rigueur. Lorsque le pape va vous dire « je me suis vacciné » alors qu'il n'existe pas de vaccin approprié pour la grippe, ça n'existe pas. Il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Et pourquoi? Est-ce qu'on ne vous verra pas comme un ennemi justement de l'évolution scientifique aujourd'hui lorsque vous faites une pareille déclaration? Mais justement, c'est parce que je contribue à l'évolution de la science. Je suis un initié africain. Qui peut parler de science au monde plus qu'un initié africain? Personne.
Et justement, c'est pour ça que quand les médecins qui sont même dans l'encadrement et le couloir de l'OMS parlent, on les met de côté. Pourquoi on les met de côté, même les médecins camerounais qui sont pourtant... Quand le professeur Bahebek vient vous dire, à Yaoundé, j'ai appliqué ce qu'on a dit. Mais chez moi, ma tombe, je leur ai demandé d'appliquer leur cogmote, leur ceci de village. Je ne peux pas aller à ma tombe et commencer à prescrire ça et ça. Ça veut dire qu'en fait, nous avons, et Dominique Audrey a abordé ce sujet tout à l'heure, les décoctions que nous avons développent les globules blancs, dont la défense naturelle du corps. C'est ça qui soigne la grippe classique même que nous avons. C'est qu'on soigne dans la grippe, ce sont les coulées nasales et la toux. Covid, c'est qu'on y ajoute, c'est un peu le palu et le fait que le sang peut être coagulé. Or, tout le monde sait qu'il faut un antipaludique, un antibiotique et la vitamine C pour venir à bout de ça. Ils savent ça. J'ai bien peur lorsque vous parlez. Mais absolument. Lorsque vous parlez, le coût du citron peut encore augmenter sur le marché. Hein, parce que nous avons le citron ici à une époque à 200 francs, le citron même 300 francs. Bon, c'est vrai pour le moment, c'est le citron, mais il n'y a plus une kyrielle de choses qui peuvent. Puisque le citron, c'est le meilleur vitamine C qui soit. Tout à fait. La meilleure vitamine C. Hein. Non, la meilleure vitamine C. Voilà, donc, quand les gens disent, oui, vaccinez-vous, parce que voilà comment on nous a frigorifié le cerveau. Comme le vaccin vous empêche d'attraper la maladie. Comme on dit seulement vaccin contre... Ils ne se rendent même plus compte qu'en fait, pourquoi il n'existe pas de vaccin contre la grippe classique? Parce que nous sommes 5 ici. Si on attrape la grippe, il y aura 5 mutations aussi. Non, la preuve sur la maladie de la grippe. Il y a 5 mutations possibles dans nos corps. On va donc injecter quel vaccin? Ça a sauté mon mot. Bon, il y a que mon mot dans votre grippe parce que tout le commote en lui. Tout le commote et tout ça à la fois. Ça vous empêche justement. Mais justement, Charles même battu. La question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que dans les établissements scolaires au niveau du Cameroun, précisément, j'interpelle bien sûr le ministre Etoun Dingwa sur la question. Qu'est-ce qu'il dit aux Camerounais concernant l'argent qui lui a été remis, ne serait-ce pour son ministère de l'éducation de base, pour lutter contre le coronavirus dans les établissements? Mesures barrières, qu'est-ce qui fait barrière aux mesures barrières au Cameroun? Aucune barrière, d'autant plus que cet argent a d'abord été déposé quelque part, histoire de voir l'évolution dans les écoles. Quand on s'est rendu compte que ça ne concernait pas les enfants, on a dit, bon, achetons quand même quelques seaux, on fait les seaux, on descend dans 2 ou 3 établissements scolaires, pompeusement, on démontre l'action gouvernementale d'après les hautes instructions du chef de l'État, quelques savons, nous-mêmes on lave les mains, et c'est parti. Vous avez vu que c'était ça, M. Michel Ngachou, lorsque ces fonds ont été mis, chaque ministre arrivait le matin, il invitait le tam-tam national, il lavait les mains, vous entendez des grands titres au journal. Mesures barrières, respectées aux travaux publics. Vous voyez, le ministre là, il dit faites comme le chef de l'État l'avait. Monsieur Michel. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement camerounais s'est retrouvé au milieu, au centre, comme dans un dilemme. Suivre les instructions de la mère patrie et être au devant d'une, comment on va dire, de grosse polémique, monsieur Michel. Vous savez que l'affaire de Corona, quand c'est arrivé, le gouvernement camerounais n'avait pas maîtrisé l'impact que le Corona devait avoir. Alors, lorsqu'on indique en disant fermer les bars, fermer tout, monsieur Michel Ngachou, on a fermé en un temps record les 3 armes de dissuasion massive sur lesquelles le gouvernement s'appuyait. Les bars, les églises, le football. Parce qu'on suivait dans la France. Non, je dis, il a fermé strictement. Mais après, on ferme les bars, on ferme les églises, on ferme le sport. Monsieur, les Camerounais commencent à réfléchir que le type a fait quoi au pouvoir. Les poubelles la font quoi ici? Les Camerounais ont commencé à réfléchir. Vous avez vu, la toile était animée pendant toute cette période de confinement. Enfin, les gars ont commencé à... confinement partiel. Les gars ont... Non, mais c'est... Appelez ça comme vous voulez. Les gars ont dit comment ça? À la lutte, si on fait encore 1 ou 2 mois, ça va être dangereux. Vous avez vu la pression des multinationales. Les multinationales, M. Michel Ngachou, ont commencé à faire pression. Que, bah, attendez, nous, on vit
si nous vous aidons, c'est parce que la bière sort, c'est parce que si sort, ce que vous êtes en train de faire là ne nous aide pas, nous risquerons de ne plus nous retrouver. Il y a eu des pressions qui venaient de partout, M. Michel Gachou. Ces pressions, on a commencé à lever. Il y a un autre facteur de nutrition, pendant qu'au Sénégal, au Nigeria, on a développé en disant un sac de riz pour chaque Sénégalais, de l'huile et tout. On a lancé le recensement, tout est fait dans cette zone. On s'est arrangé à mettre tout le monde à l'aise au Cameroun. Confinement, si on va nourrir qui? On est pas on connaît combien. Il faudrait qu'on s'engage. On a eu l'affaire du riz d'Oka qui était censé rentrer. Il y a eu la gestion du chômage partiel. Beaucoup d'entreprises ne parvenant plus. L'État qui devait sponsoriser n'a pas pu sponsoriser. Vous avez vu, on a commencé à licencier des personnes, à donner des congés techniques qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas réintégré les entreprises. Les gars sont au quartier. Vous avez donc des gens qui ont dit bêta la mort me prend. Parce que je n'ai plus fait bêta la mort me prend. Bêta je fais. Vous avez des gens, on a eu le lancement de taxi. Lancement d'Inséquim, les personnels qui sont entrés dans le taxi, parce qu'il y a plein de taxis de personnel maintenant qui font le taxi très tôt le matin et très tard le soir lorsqu'ils rentrent du boulot. Ça modifiait la substance, ça modifiait, M. Michel Gachou, comment on dit, la structure économique du Cameroun. Le gouvernement s'est retrouvé là, ils ont dit bon, on va lever quand même. On a dit ouvrons les bars, vraiment. Quand on a ouvert les bars, vous avez vu, c'est comme le retour de la lumière. Donc c'est l'État lui-même qui fait la barrière aux mesures barrières. Mais bien sûr. Donc c'est le gouvernement lui-même qui est une barrière aux mesures barrières au Cameroun. Pour protéger ses propres intérêts. Donc, c'est-à-dire qu'on s'en fout du Camerounais réellement. Il y a eu des voix qui se sont élevées. On s'est rendu compte, vous avez des médecins qui le disaient sur les plateaux, que par accord de Covid, il y avait certaines sommes qu'on donnait, qu'on allouait pour pouvoir le faire. C'est devenu un business où vous avez le diabète. On vous aide dans le cas des coroniens, des gens qui ont le coronavirus. Vous arrivez avec votre cancer et tout. Dès que vous décédez, coronavirus, il faut. Vous voyez, ça créait un chamboulement dans tout ce sens que les gens se perdaient. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? Voilà. Dans les quartiers, on essayait de savoir est-ce que telle personne est décédée. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il n'a pas? Donc vous voyez, ça a créé un chamboulement. Le gouvernement a aidé parce que plus vite les gars sont entrés, je le disais, le jour qu'on a levé les mesures barrières, vous entendez les gens qui se comportaient comme le retour de l'énergie. Oh yeah! Cette soirée où on a levé M. Michel Gachou, ce n'était pas un vendredi, c'était en pleine semaine. Les bars sont restés remplis jusqu'à 6 heures du matin. Les gens sortaient des bars pour aller boire. Donc, nous venions au travail, on a vu. Pour dire quoi, M. Michel Gachou? Pour dire qu'aujourd'hui, regardez, le chef de l'État, dans son discours, a précisé que dans le monde entier, nous assistons à une deuxième variante. Nous sommes à une troisième aujourd'hui et on a peur, on a dû annoncer une autre variante en France. Une autre variante en France, peut-être une quatrième variante. Est-ce que ces variantes combinées ne vont pas se retrouver au Cameroun pour donner naissance à la deuxième variante? Oui, c'est à ce moment que l'État, on devait faire comme le Tchad. On devait faire comme le Tchad. L'État du Cameroun devait faire comme le Tchad. Le Tchad, dès le 1er janvier, a fermé ses frontières. Voilà. On a limité service minimum, M. Michel Gachou. Alors, pour le Gabon, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait, parce qu'en réalité, quand je pose la question, et d'ailleurs les réponses ont été données sur ce plateau, on se rend donc compte en réalité que l'État du Cameroun lui-même est une barrière aux mesures barrières. Pourquoi? Parce que les frontières d'abord sont ouvertes, premièrement. Deuxièmement, on est en train de contenter les multinationales françaises établies au Cameroun. On s'arrange effectivement à détourner l'argent, ne serait-ce que l'argent. Permettez, l'argent de condensé de la vérité. Oui, c'est qu'on rappelle. Parce qu'il y a quand même des budgets qui ont été restitués aux entreprises aujourd'hui, notamment les ministères. On ne justifie pas cet argent. Parce que est-ce que c'est pas le moment maintenant où le coordonnateur même de la gestion de la pandémie au Cameroun, qui est le premier ministre, devait se lever et dire aux Camerounais, voici le bilan, voici où nous en sommes, voici ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a payé tous les personnels temporaires recrutés et qui œuvraient dans le cadre de cette pandémie? Dans les hôpitaux, dans les formations, on les a payés. Est-ce qu'ils ont été payés? Parce que ça, c'est aussi une question qu'il faut répondre. Voilà. Vous vous rendez compte que sur tous les plans, M. Michel Gachou, il y a eu des jeux qui se sont passés, des jeux de distraction. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de clarté entre le ministre de la Santé et Jean-Michel Nintieux. On ne connaît pas à quel niveau ça s'est situé. Est-ce qu'il y avait vous voyez, il y a ça créé tout un imbroglio. Et dans cet imbroglio, chacun a tiré son épingle du jeu. Chacun est tranquille. Entre-temps, c'est le peuple qui veut savoir est-ce que le corona a un jour existé? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que ce n'est même pas du bluff? Est-ce que c'est affaire du vaccin? Vous voyez, il faut rassurer, il faut refaire le travail. Et vous savez, les Camerounais ont cette particularité que dès qu'un titre sort, vous avez vu le premier titre, les Camerounais étaient dedans. Dès qu'on a dit Nyama, ils ont abandonné Fofa. Donc vous voyez, les Camerounais vivent comme ça. Et c'est des gens taciturnes. Un moment ils sont avec vous, un moment ils se déconnectent. Vous voyez, ils se sont déconnectés littéralement
de cette affaire de Covid, même dans les entreprises, vous arrivez, on demande à quelqu'un, mais il dit, je mets ça même pourquoi? Le saut, il y a même le saut, il dit, je garde même pourquoi? Dans les agences de voyage. Les agences de voyage encore. On va prendre les messages. Donc vous voyez, il faut revenir à ça. C'est le chef de l'État qui devrait donner les instructions. Mais lui, attendez, moi je comprends pas. Le chef de l'État, Monsieur Michel Gachou, pour tout discours, qu'est-ce qu'on dit sur haute instruction? Oui. Alors, Maintenant, il y a eu, vous appelez ça comment? Le dit qui est lancé contre le ministère de la Santé, qui doit être fait justement par le Consupé aujourd'hui. Et il faut justement, non, il y a quand même débloqué, le SGPR a quand même débloqué l'argent pour ça. Maintenant, puisque le SGPR a débloqué l'argent pour le dit au ministère de la Santé, il faut que le même SGPR débloque l'argent aujourd'hui pour qu'on fasse le dit des budgets au niveau de tous les ministères qui ont reçu l'argent du Covid. Parce qu'il faut dire au Cameroun ce qu'on en a fait. Même la présidence de la lui-même le SGPR de nous dire. Oui, y compris lui-même la présidence de la République. Mais les centres de démantèlement. Prenons les messages. Les hôpitaux de campagne. Ils doivent nous dire. C'est juste une question. Les hôpitaux de campagne. Demandons au SGPR. On a enlevé les hôpitaux. Monsieur Michel Gachou. Non, mais on a démantelé déjà. Monsieur Michel Gachou. On peut avoir un joueur zambien qui arrive au Cameroun, il a le Covid. Les hôpitaux de campagne qu'on avait démantelés là, on voyait comment les gens tiraient les tickets. On a remonté ça où? Bonne question. Les kits là sont. Non, peut-être qu'on les mélange dans là où on soigne les malades. Les messages Ça peut être le marché de Gagnou. Les messages Karine Santia. J'avais moi déjà dit qu'après le Covid-19, on allait avoir une sorte de Covid-19 S+ en 2021. On connaît les Chinois, voilà ça qui commence. Nos ministres ne montent pas au créneau pour appuyer la communication sur la sensibilisation face à cette seconde vague qui arrive. Et le maître mot de cette seconde phase sera pénurie. Je suis sûr qu'entre les deux phases, le Minresi n'aura toujours pas fabriqué la chloroquine et qu'il y aura pénurie. Qu'il y aura pénurie de masques, pénurie de gel, pénurie de savon, pénurie d'eau. Mais là, on est habitué. Pénurie de tests, pénurie d'équipements pour le personnel soignant. Bientôt, le mot pénurie sera en pénurie au Cameroun. Parce que si on ne les a pas payés. Oui, il a dit pénurie de personnel soignant. Bientôt, le mot pénurie, je sais à quel niveau, bientôt, le mot pénurie ne sera plus utilisé au Cameroun. On reporte la cérémonie de présentation des vœux pour cause de coronavirus, mais on organise le chant jusqu'à on va mourir d'embouteillage dans d'autres pays. Les compétitions se passent dans les stades vides. Donc ce sont les Camerounais qui vont mourir en réalité en allant au stade. Qu'est-ce qui peut bien pousser les Camerounais à observer encore les c'est quand même incroyable, hein. Permettez Karine, c'est quand même incroyable parce qu'effectivement on entend détendu sur ce plateau. Comment est-ce qu'on peut supprimer la cérémonie de vœux au chef de l'État, premièrement? Et on encourage les Camerounais à aller effectivement au stade lors du chant. Non, même la distanciation, qu'est-ce qui garantit que dans la distanciation là, il n'y aura pas de frottement au stade? Honnêtement, on va toucher les embouteillages, tout ce qu'on aura dans la ville. On va faire les distanciations. Et Charles Lamar a posé une bonne question. Qu'est-ce qu'on a fait des installations de campagne, des hôpitaux de campagne autour du Covid-19? On a démantelé. Et qu'est-ce qu'on fait donc? On va encore reconstruire. Non, il faudrait que les Camerounais, si Jean-Michel Ninchou nous écoute ce matin, qu'il arrête de s'accrocher sur Manaouda. Il devrait. Mais ça le concerne, il devrait. Non, parce que, bon, Monsieur Michel, qu'il poursuive son action et qu'il aille plus loin parce qu'il n'y a pas que Manaouda Malachi. Monsieur Michel Gachou, vous savez, on a confié le ministère à Manaouda Malachi. C'est lui qu'on voit. Si derrière lui, il est l'arbre qui cache la forêt, c'est à lui de nous dire. Là, on a demandé, monsieur, veuillez enlever au stade. Il a enlevé la parquet au magasin du ministère de la Santé. Il a mis dans quel autre stade? On veut savoir, monsieur Michel Gachou. Voilà. Puisqu'on parle de la deuxième variante, on n'a pas fermé. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de Camerounais qui arrivent dans ce pays parce qu'ils ont l'impression que s'ils débarquent par l'aéroport de Douala ou Simalène, ils vont être fichés. Les gars passent par le Nigeria, par la Côte d'Ivoire, ils prennent la route pour entrer. Et à ce niveau, il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test. C'est pour eux. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on prend comme mesure? Oui, le chef de l'État a demandé avec la reconnaissance qu'on respecte les mesures. Est-ce que porter le masque suffit si on ne parvient pas à libéraliser largement les textes? Pour rappeler les affaires des petits textes. Donc, il faudrait que le ministre de la Santé, au lieu des tweets, commence à sortir et à s'exprimer. Merci beaucoup. Qui donne des points quotidiens. On veut le dire. C'est lui qui a demandé au ministère de la Santé publique d'enlever le connaît. Pourquoi le député de la nation ne peut pas s'attaquer à celui-là? Le SGPR. C'est le SGPR qui lui a dit, monsieur, je vous somme d'enlever. Voilà. Lui, le député de la nation, comment il ne va pas se prendre à celui pour qu'il prenne un gongo en lui demandant
Vous bénéficiez d'ailleurs d'une délégation de signatures. Vous avez sommé le ministre de la Santé publique d'enlever les hôpitaux. Alors que moi, je lui demande, comme vous voulez donc le mettre, rendez-moi compte d'un de deux. Le ministre Manaouda, je pense qu'il a été clair. Il a dit, les fonds Covid, tout ce que tu vois, le matériel, je ne suis pas dedans. Il y a quelqu'un qui est chargé des pandémies, des grandes endémies. Moi, on m'a mis au niveau de la gestion stratégique. Vous appelez maintenant les malades. C'est nos patrons qui a dit le patron justement des pandémies et des grandes endémies. Qu'est-ce qu'il fait? Vous venez de créer l'affaire dans l'affaire. Non, quelle affaire dans l'affaire? L'affaire des pandémies. Parce que justement, est-ce qu'on n'a pas un secrétaire d'État chargé des pandémies, des grandes endémies dans ce pays? Et deux études appliquées depuis le début. Mais pourquoi? Mais où il est où finalement? Attends, quand l'honorable Michel a dit, quelle était la réponse du ministre? Le ministre lui a dit, cher ami, je suis à la gestion stratégique, je ne suis pas à la gestion opérationnelle. Voilà le terme qu'il a utilisé. Et il a expliqué ce qu'on appelle gestion stratégique, ce qu'on appelle gestion opérationnelle. Et l'autre jour, il appelle, lui dit, on m'a demandé de faire si vous voulez, vous venez, il dit, je ne viens pas, je ne suis pas médecin. En réalité, mais lui, il a la gestion stratégique, il n'est pas la gestion opérationnelle. Dominique, on devait faire une vidéo. Oui, j'avais une question. Donc, il faut attaquer. On a confié à M. Olamido de Garoua, qui est secrétaire d'État à la santé chargé de ces choses-là. Ah ouais, qui nous disent. Où est-il? Il est dédouané alors, c'est terminé. Maintenant, c'est lui qui nous dira si M. Manaouda Malachi a des entreprises qui gagnent les marchés ou pas. Ça, c'est autre chose. Voilà, ça, c'est autre chose. Voilà. Mais c'est lui qui doit nous dire. Il faudra aussi qu'il nous dise à quel niveau se retrouve aussi le matériel parquet là. Non, il faudrait que le Parlement demande au ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Monsieur Ngongo, de nous dire exactement, de dire aux Camerounais que nous sommes, ce qu'il a fait justement de ce matériel qui a été enlevé et parqué. Voilà. Nous, on l'a vu justement sur le terrain au niveau du stade militaire de Yaoundé. On sait exactement ce qui s'est passé. On a vu justement les injonctions adressées au ministre de la Santé publique pour ce qui concerne justement le stade Mbappé ici à Douala. Et lorsqu'on demande quelle est la place, quel est le rôle, quelle est l'action justement du secrétaire d'État au ministère de la Santé chargé des pandémies, des grandes endémies, qu'on nous dise exactement qu'est-ce qu'il lui a fait. Souvenez-vous de l'affaire James Onubien aujourd'hui. Est-ce qu'on a dit aux Camerounais comment cette affaire s'est terminée? Bon, son fils, hein, pas lui, son fils. C'est pour ça que je suis en train de dire Charles Hamel, vous êtes en train de les aider en créant l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Non. Il ne faut pas se dédouaner parce que les Camerounais sont au courant, on au fait de la situation. Monsieur Michel, Dominique Odlo a dit. Non, Dominique a dit. Non, donnons la parole à Dominique. Charles Hamel. Donnons la parole à Dominique. Dominique Odlo, je vous en prie. Non, moi je ne voulais pas parler du ministère de la Santé. La question au niveau de la disponibilité des tests. Est-ce qu'au niveau du ministère de la Recherche, on ne peut pas avoir des équipes qui travaillent sur la conception des kits de tests? Ou bien au Cameroun, on n'a pas de quoi fabriquer des tests? Mais justement, c'est ce que je disais, il y en a. Sur le papier, il y en a. Il existe une commission nationale des médicaments améliorés. C'est encadré par l'Institut national de recherche médicale et des plantes médicinales, avec un laboratoire national qui porte le même nom, avec une autre commission de recherche sur les plantes médicinales de la pharmacopée africaine. Mais Madame Madeleine Tuente est venue nous dire que fabrique la chloroquine et après parler de Philippe Angrakumba. Donc en fait, c'est elle qui doit nous dire. Il a parlé de Cléda, il a reçu le Cléda. Oui. Moi-même, mon association, nous avons déposé au moins 4 protocoles en lui demandant de réhabiliter enfin cette commission nationale de médicaments améliorés, parce que les médecins de l'OMS nous disent que nous, on n'a pas de dosage dans notre... On a déposé des protocoles avec un dosage approprié. Voilà. Bon, les messages. Qu'ils apprécient et qu'ils nous disent. On prend les messages qui arrivent, je vous en prie. Vous-même les femmes, vous aimez souffrir. Un homme t'abandonne dans une maison avec des aérés étant enceinte et il revient jusqu'à tu acceptes à nouveau. Vous les femmes, vous aimez souffrir, c'est ma conclusion. Jocelyne Chapga qui écrit ce matin. C'est quoi éviter de tirer sur les hommes en tenue.
Je pense que... Ok. Apprenez à avoir, à avoir du caractère, à avoir de l'estime pour vous-même, parce que j'ai l'impression que les femmes ne s'aiment pas elles-mêmes. Un autre message, la conférence épiscopale, le Vatican ne sont pas des identités scientifiques. On n'en parle même pas en Europe, mais au 237, on ne juge que par cela. On en parle, s'il n'est pas en Europe, il n'existe-t-il pas une chaîne hospitalière en France, cher ami? Voilà. Ça n'existe pas. Comment vous êtes en Europe ou vous êtes ailleurs? On évolue carrément. Dans la recherche en Europe, il y a le Vatican avec sa chaîne hospitalière en France, il y a les militaires. C'est d'abord eux qui sont à la pointe. Ne regardez pas nous autres, les autres. Là, on vous parle de la santé, de la pitié salpêtrière et tout. Il y a d'abord Val-de-Grâce avant ce que vous allez au hôpital Cochin et autres. Des messages. Pourquoi faudrait-il qu'on condamne la dame et pourtant c'est elle qui a toutes les difficultés pour éduquer ses enfants? Un autre message. On a condamné la procédure, la méthode employée. On n'a pas dit qu'elle n'a pas raison, mais on a condamné la procédure, la méthode employée pour revendiquer. Et on a dit d'ailleurs que si elle saisit les Jésus, elle aura gain de cause. Voilà. Et c'est là-bas où son mari sera sévèrement puni. Mais le drame, c'est qu'il y a une préméditation dans l'action qu'elle a posée. Elle savait qu'elle partait nuire à son entreprise. Elle est partie avec quelqu'un, c'est le père de ses enfants. Voilà, c'est son ex. C'est l'expression de Bantou. Vous voulez occidentaliser nos expressions. Elle partait bagarrer avec son mari, elle a dit à quelqu'un, arrive, dès que je donne le premier coup, tu filmes. Soit ne filme pas. Attends, je le cravate d'abord. Dès qu'il commence à me donner les coups de poing, Monsieur Michel Bachou, dès qu'il commence à me donner les coups de poing, commencez à filmer. Sauf qu'elle n'a pas été la première. Si elle voulait, donc on ne nuance pas. Elle l'aurait dit parce qu'on n'a pas la preuve de Monsieur Michel, ça commence à la fin, on la malmène. Nous, on l'a aidé. Oui, elle dit, laisse d'abord, quand je parle, ne filme pas. Quand je donne le coup, ne filme pas. Dès qu'il commence à filmer, donc elle parle après. Le vaccin est préventif, pourtant le médicament de clé est curatif. Le Covid est une pandémie qui se transmet rapidement et seul le vaccin est indispensable pour régler la situation en ce moment. Est-ce vrai? Est-ce vrai justement le vaccin? Là-bas, même en Europe, on refuse ce vaccin. On a commencé à le tester chez les vieux. Et il y a en ce moment, bien sûr, on va dire, une bonne souche de la population européenne qui ne veut même pas entendre parler de vaccins parce qu'en réalité, ces vaccins sont refutés là-bas. Et c'est pourquoi aujourd'hui au Cameroun et dans plusieurs pays africains, on est très réticents. Donc voilà. Merci, Momo, sur cette vérité sur le Covid. Malheureusement, les masses médias, surtout en Occident, toutes aux mains des plus puissants, n'acceptent pas ce discours et font la propagande pro-vaccin. Les Camerounais ne savent pas faire Kimiro Kamer, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Il s'appelle Kamiro Karamé. Je ne comprends pas. C'est vrai. C'est Malachi qui percevait l'argent du coronavirus. On le voyait à la télé. Oui. C'est à lui qu'on remettait à... Et non, monsieur là. Mais comment? Le Covid-19, c'est du business entre l'Occident et les différents gouvernements au pouvoir. Cameroun, comment explique-t-on que les bars, boîtes de nuit sont ouverts, Massa? Leslie Mbunda. Si nous avons vaincu la première vague avec Leda, nous allons couper l'herbe sous les pieds de Manaouda avec Ninche pour la deuxième vague. Jacques Nelly. Nous sommes déjà sur le principe de la régionalisation, décentralisation et tout ce que vous voulez avec. Ça veut dire que ce n'est plus le ministre. Ils convoquent les ministres, les présidents des régions en fonction de 22. Il y a une réunion avec le Mindevel. Ils voient comment cette réunion interministérielle, les fonds qu'on va mettre à disposition des présidents régionaux. Vous êtes sérieux là? Vous pensez qu'ils vont commencer? Vous pensez que les gens peuvent commencer maintenant, c'est à partager l'argent? Voilà. Attendez le secrétaire. On vous a dit que régionalisation égale régionalisation de l'argent. Merci beaucoup. Merci Karine. Merci à vous, mesdames et messieurs, de rester présents sur nos antennes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la répartition du budget d'investissement public au Cameroun? Ça fait débat et intense
lancement sur la toile aujourd'hui. Et Karine, je suppose au moins ce que vous avez lu pour nous. Justement, ce qui va nous intéresser, c'est le premier sujet, notamment ce qui concerne le communiqué de l'ambassadeur du Cameroun en France, qui a fait une sortie dans laquelle il manifestait sa colère par rapport notamment à ces Camerounais, dit-il, appartenant à un certain parti politique, qui ont lancé une campagne de communication sauvage pour ternir l'image du Cameroun alors que le Chan approche. Et les Camerounais sur la toile disent que quelle image est-ce qu'on ternit alors que l'image du Cameroun en elle-même n'est pas reluisante. Voilà une compétition qu'on a dû renvoyer jusqu'en 2022 au Cameroun juste parce qu'il n'était pas prêt. Il y a la crise au Cameroun, il ne faut pas faire une peinture pour expliquer aux gens qu'il y ait une crise au Cameroun ou encore pour dire que l'image du Cameroun n'est pas aussi belle que ça. Alors, justement, c'est une sortie de l'ambassadeur de France. Du Cameroun en France. Du Cameroun en France, pardon. J'arrive enfin. Karine, Bonbon Bengan, c'est de nature justement à laver l'image du Cameroun, hors du Cameroun, de se rapprocher des Camerounais aussi. Comment vous analysez justement cette sortie-là, celle de l'ambassadeur de France au Cameroun? C'est l'ambassadeur du Cameroun en France, autant pour moi. Ça nous ramène à ce que, à la colère de Charles Hamel d'hier. Oui, l'ambassadeur représente le chef de l'État dans le pays où il est. Notre ambassade, c'est notre pays là-bas. Mais est-ce que l'ambassadeur encadre les ressortissants de son pays? Il parlait ici de la France. Est-ce que les Français qui sont, les Camerounais qui résident en France ont un encadrement approprié dans les services de leur ambassade? Ils sont là, ils peuvent réagir. Moi, j'ai dit non. Pour ceux qui me donnent, j'ai dit non. Maintenant, on parle de la diplomatie. Il ne faut pas ternir l'image. On parle de la diplomatie de présence. Je vous rappelais hier que mercredi, le 12 juin 1974, l'image du Cameroun était ternie sur la place du monde par le fait qu'un Camerounais, Zo Ekangaki, est mis à la place publique pour avoir fait des détournements de l'argent à l'Organisation de l'Unité africaine par des faux contrats. Il n'y a pas de monde. Il s'est passé quoi? Lorsque le président à Mogadiscio, le truc était à Mogadiscio, le président met la place, c'est le président nigérian qui vient demander au Cameroun, c'était le général Gowon, il demande au Cameroun de proposer un autre candidat. Voilà ce qu'on appelle la diplomatie de présence. On caricature Jacques Chirac, on a même caricaturé De Gaulle. On caricature Mitterrand, n'en parlons pas. On a même créé en France les guignols et tout. Est-ce que les présidents français, ça lève de quoi? Même le bagarreur qui est arrivé aux États-Unis, qu'on appelle Donald Trump, l'entrée de parti, il a été caricaturé à n'importe. C'est-à-dire à tout vent. On a même fait des statues qu'on brûlait. Voilà. On fait ça. Est-ce que ça ternit l'image des États-Unis? Voilà, les gâteaux, tout ce que. Hollande lui-même, on lui jetait la farine du Sarkozy. Il lui arrivait même de dire qu'il la cochon, il appelait ces types, on les suitait, répondait. Donc, où est-ce qu'on a terni l'image de la France? Les œufs, la farine. Voilà. C'est comme si vous disiez... Quelqu'un sur un plateau a dit que Emmanuel Macron était bête. Voilà, justement. Il est bête, il n'a pas réussi. L'école normale supérieure, la rue Dim, parce que c'est une prestigieuse école normale supérieure. Il a raté cette école, le concours 3 fois. Donc, un type comme ça ne peut pas diriger la France. On le lui a dit. Et ça n'a rien changé. Voilà. Ça n'a rien changé. Donc, quand l'ambassadeur vient dire qu'il s'occupe de l'encadrement des Camerounais qui sont là, c'est exactement ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de carte nationale d'identité. Il y en a qui, les boursiers, n'ont pas leur bourse, ils ne sont pas inscrits. Ils les listent électorales. Et qui doit porter la revendication principale de la diaspora, c'est de faites en sorte que nous participons nous-mêmes. Donc on enlève ce truc de double nationalité et nous voulons investir au Cameroun comme Camerounais. Voilà les choses qu'il doit venir pour justement
porter l'image du Cameroun. Est-ce que c'est pas ce type d'attitude qui participe à l'endormissement du peuple camerounais aujourd'hui, Charles Hamel, où l'ambassadeur se lève effectivement et fait les éloges du chef de l'État. Encore c'est son droit, il peut le faire comme il le veut. Mais en quoi c'est important pour le Camerounais aujourd'hui? Monsieur Michel Ngatou, il faut savoir que l'ensemble des frais même qui tournent tout autour de l'activité consulaire ont été augmentés, ça je le dis, par certains ambassadeurs de manière individuelle, sans avoir eu à consulter. Beaucoup de Camerounais sont confrontés à cela. La carte consulaire, je parle de la carte consulaire, ils peuvent témoigner, ils sont en train à augmenter, passer de 2000, je pense bien, à 4000, c'est à plus de 11 000 en ce moment, quadruplé. Il me semble que les Camerounais ne comprennent de rien. De deux, ces représentants de l'État qui sont dans ces différents pays sont arrivés et ont créé en Europe deux Tanga, Tanga Nord et Tanga Sud. Le Tanga Nord représenté par tous ceux qui soutiennent le président Biya et le Tanga Sud par tous ceux, M. Michel Ngatou, qui sont de la base et du MRC. Vous vous rappelez que cet ambassadeur venait à peine d'être installé. Tarsé comme tel, hein, tarsé comme ça. Vous voulez toujours habiller. Oui, mais parce qu'il y a qui sont apolitiques, M. Ngatou. Il a dit la base et le MRC. Oui, j'ai dit, mais il y en a ceux qui sont apolitiques et qui sont à Tanga Sud en même temps. Vous savez, M. Michel Ngatou, quand vous arrivez à un endroit, pendant qu'on arrêtait, les gens vous posaient la question, je t'appelle comment? Dès que tu donnes le nom, on dit que c'est vous. C'est vous. Voilà la première chose que vous voyez. Voilà les gens de... Est-ce que le nom fait de moi un gars de la base ou fait de moi un gars du MRC? Très bien. Alors c'est la bonne question. Parce que quand vous le dites, c'est de nature vouloir révolter M. Michel Ngatou. Donc je vous dis qu'ils ont divisé. Et dans ce principe de division, M. Michel, rappelez-vous, lorsque ces femmes, ces mamans en Europe voulaient aller pleurer les enfants de Kumba à l'ambassade, qu'est-ce qui a été fait? On a appelé la police. Effectivement. On a appelé la police pour dire zéro, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. C'est un ambassadeur qui veut unir. C'est un ambassadeur qui veut rassembler. Mais à un moment donné, Ibn Bokla dit, le rôle de l'ambassadeur, c'est le médiateur. Est-ce que vous savez qu'il y a des Camerounais qui se retrouvent? Ils ont des situations, ils traversent des situations dans les pays autres. Aucun de ces ambassadeurs ne lève le petit doigt pour aller intervenir. Vous avez vu la situation des étudiants au Maroc, vous avez vu la situation des étudiants en Algérie. Mais attention, il faut que ces ambassadeurs jouent leur rôle. Très bien. Ils ne jouent pas leur rôle. Moi, j'appelle ça de la plaventrisme politique, M. Michel Ngatou. Merci, mon bon. Il a dit de faire de la plaventrisme politique, c'est tout. Alors, certainement, comme l'actuel directeur du cabinet civil était ancien ambassadeur de France, on pourrait le ramener justement au Cameroun pour le nommer. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut préparer justement le terrain. Ça se joue justement dans le sérail. Ils disent aussi que c'est parce qu'il y a un vent de nomination. Voilà. Il faut le faire pour qu'on sache que voilà, on ne sait jamais. Vous vous rappelez encore, il a brillé encore par un faux soufflet, parce que vous savez, la mémoire, nous l'avons. Évoluons Karim. Il a brillé par un faux avec la gerbe de fleurs, rappelez-vous, sur la tombe de Mano. Mais ça qu'on avait décrié. Merci beaucoup, Charles Hamel. Il vous dira que c'est une action d'un ambassadeur dans un pays étranger. On évolue, ça arrive. Le deuxième sujet concerne Madame le maire Patricia Tomaino Ndamjoya, maire UDC, dans le Noun, qui a perturbé la cérémonie de prise de commandement du nouveau préfet qui a été nommé récemment dans le Noun, parce que notamment son allocution n'avait pas été introduite dans le protocole des prises de parole. Elle a tout fait pour pouvoir prendre la parole à cette cérémonie. Et là, mais là, les images qu'on a à l'écran sont les images de l'entrée du sultanat, où les corps constitués notamment allaient saluer d'abord le sultan. Hein, c'est important. Et là, justement, ce sont les images. On peut écouter, Karine? Si vous voulez. On peut écouter? Si vous voulez. D'accord. Ah, voilà, donc toutes ces images-là... Ce n'est pas la partie là où elle perturbée. Hein, c'est pas la partie perturbée. Mais Karim nous a pas pris les images là? Non, il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images. Oui, d'accord. Là, c'est les gars de l'UDC qui entrent en chantant. Elle a fait entrer d'abord la première équipe. Allez d'abord chanter. Il n'y a pas de discours, vous chantez d'abord. C'est le premier à entrer en chanson. Mais est-ce qu'au final, elle a fait son discours? Oui. Oui, c'est que le nouveau préfet
a plaidé auprès du gouverneur pour qu'on la laisse parler. Non, voilà, là, voilà au milieu, justement. Oui, voilà avec ces groupes. Donc, vous savez qu'elle a mobilisé tout l'UDC du NUN pour perturber. Et ils sont arrivés. Bon, là, on ne les taxe pas comme on taxe les autres. Donc, vous voyez... Et justement, on va dire que l'image fait le tour de la toile. Oui, cette image fait le tour de la toile. Et là, elles ne sont pas taxées de troubles à l'ordre public et puis insurrection, tentative de trouble à un événement. On a plutôt vu la police encadrée. Hein. Oui, vous avez maintenant vu il y a aussi cordon de sécurité autour. Hein. C'était formidable. Maintenant, il y a quelque chose que la toile a aussi relevé. Que comment est-ce qu'on parle de l'installation d'un nouveau préfet et puis on voit les bâches avec les effigies du RDPC et tout. Comment est-ce que ça s'explique? Ils font la location des bâches. C'est comment le RDPC fait la location des bâches ou alors le préfet est du coup membre du RDPC. Alors, posons des bonnes questions également. Ou bien c'est l'opposition qui arrive. Est-ce qu'il est normal quand même qu'il y ait dans un département l'installation d'un préfet et que l'autorité municipale n'ait pas son mot à dire dans cette cérémonie? Quoi qu'il en soit, quand même, Bobo Mbengan, quand on sait que justement entre la belle-sœur ou la fille du roi aujourd'hui et son père, puisqu'il y a des antécédents, est-ce qu'il est normal qu'elle qui soit quand même autorité municipale n'accueille pas le préfet dans ce cas-là? Comment vous analysez ça, vous? Non, cette cérémonie a des antériorités et des antériorités qui ont des antécédents guerriers. Donc, Madame le maire, on nous a dit qu'on ne dit pas la mère, mais maintenant, on revendique la féminité. Quand on dit la mère, on dit non. Bon, on dit Madame le maire. Même si l'Académie française nous laisse croire qu'on peut dire la mère comme le maire, il n'y a pas de problème. Oh, d'accord. Madame la mère de Fumban s'est détachée des pratiques républicaines. Il semble tout à fait logique dans le couloir qu'elle a choisi qu'on l'exclut. C'est tout à fait... Moi, qu'on ne peut pas condamner les services de l'administration territoriale, donc le gouverneur de l'Ouest et le préfet sortant, parce qu'en principe, c'est le préfet sortant qui élabore, qui fait d'abord la première mouture et qui est validé par sa hiérarchie. Moi, je le comprends très bien et je valide cet état de choses. Ça veut dire que les usages de la République recommandent la première chose, c'est l'éducation. L'éducation. Les gens qui allaient saluer le roi, ils ne lui font pas allégeance en disant que tu es le Dieu. Non. C'est des pratiques républicaines qui disent que c'est comme ça que ça se fait. Même, voilà, les royaumes précèdent la République, même le président français. Quand il va à Monaco, est-ce qu'il veut dire que le prince de Monaco est supérieur à lui? Encore alors que Monaco a d'ailleurs un drapeau aux Nations Unies. Mais Monaco ne s'est jamais comporté comme une république qui ne peut pas... Non, il a des usages que la République accepte. Très bien. C'est ça qui s'est passé ici. Donc, madame, elle a eu la chance que le préfet entrant a plaidé auprès du gouverneur, sa hiérarchie des autres, que bon, laissons-la parler, essayons de calmer. Ça augure un bon climat. Et vous avez raison, en situation normale, c'est le premier magistrat municipal, c'est elle qui accueille le préfet qui vient. Puisqu'en fait, ils étaient ensemble, c'est le préfet qui valide, qui signe les délibérations des conseils municipaux. Voilà. Qui tient. Alors, on a des sujets rapides, Karine. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, madame, messieurs. Des messages, on les prendra tout à l'heure. Mais entre-temps, allons saluer, bien sûr, nos partenaires, notamment Constellamine, qui est bien installé ce matin sur le plateau B. Constellamine, bonjour à vous. Vous nous retrouvez le tapis avec 1001 tapis ce matin. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Ngatiou. Bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept. C'est encore un plaisir d'être là ce matin. Ces clients, je le rappelle qu'il y a encore et encore des promotions du côté du magasin 1001 tapis. Je commencerai déjà par leur présenter le tensiomètre. Il est important de prendre sa tension de temps en temps. Il est important d'avoir une idée claire sur son état de santé. Et cet état de santé passe également par la prise d'une manière régulière de votre tension. Oui, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit dans votre véhicule, il est important de prendre sa tension. Mais alors avec quoi devrait-on prendre cette
tension-là, c'est avec un tensiomètre de qualité qui est en vente du côté du magasin 1001 tapis. Et dès que vous achetez ce tensiomètre, on vous donne gratuitement un fer à vapeur. Nous restons toujours dans les bonus du mercredi, comme tous les mercredis. Tous les clients qui vont faire les achats du côté du magasin 1001 tapis recevront un morceau de savon de 400 grammes et pas n'importe quel savon, le savon plus qui nous accompagne pour le compte de ce mercredi matin. À côté bien sûr du savon plus, les 10 premiers clients à commander au moins ces 2 articles du côté du magasin 1001 tapis, quelle que soit votre ville, vous allez recevoir des bons d'achat du côté de la quincaillerie La Persévérance, l'un des partenaires du concept Salaka, de Quincaillerie La Providence, l'un des partenaires du concept Salaka pour le compte de ce mercredi matin. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, à la présentation commerciale des produits de ce matin. Nous commençons déjà par le tapis neuf qui coûte normalement 17 000 francs. Vous l'avez à 15 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Je rappelle que la double réduction continue toujours au magasin 1001 tapis. Un tapis neuf de qualité, vous l'avez à 15 000 francs au lieu de 17 000 francs. À côté bien sûr du tapis, on parle également des robots mixeurs de balles. Au lieu de 12 000, vous les avez à 11 500 francs. Ce magnifique robot mixeur de balles. Il écrase l'Indiansan, il écrase le PB, il écrase les arachides. Vous l'avez à 11 500 francs au lieu bien sûr de 12 000. On parle également d'un fer à vapeur. Pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point virgule, parce que le concept Salaka les vend à moins de 7 500 francs. Un magnifique fer à vapeur neuf, jamais utilisé. On parle également toujours dans le cadre de cette grande vente promotionnelle, chers téléspectateurs, on parle bien entendu également toujours d'une bouilloire d'un ordinateur complet. Un ordinateur complet de 45 000, mais vous l'avez dans le cadre de la double réduction à moins de 45 000 francs. Un ordinateur complet du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. La suite nous conduit à des bouilloires. On a besoin de boire de l'eau chaude, que ce soit pour le tapioca, que ce soit pour son café. Une bouilloire en inox, vous l'avez à moins de 6 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock, quelle que soit votre ville, nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. On parle également d'un woofer. La fête continue. La nouvelle an se célèbre toujours. Vous avez un woofer, 3 baffles à moins de 35 000. Ça prend la clé USB, la carte mémoire. C'est également la radio Equinox. Vous l'avez à moins de 35 000 francs. C'est magnifique woofer neuf dans le carton avec garantie. Des régulateurs de tension numérique. Vous les avez à moins de 16 000 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, votre magasin de qualité, votre magasin de référence, vous l'avez à moins de 16 000, ce magnifique woofer du côté du magasin, ce magnifique régulateur de tension au magasin 1001 tapis. Les laptops Cœur de Dieu. Je rappelle qu'en ce moment, les laptops se veulent rares sur le marché camerounais grâce à cause de la fermeture des frontières de plus en plus. Les laptops, vous les avez à moins de 85 000. Le magasin 1001 tapis est encore l'un des magasins au Cameroun dans lequel vous avez des laptops à moins de 85 000 francs pour ce qui est d'un laptop Cœur de Dieu. Le grand fer à vapeur vendu ailleurs à plus de 25 000, mais vous l'avez au magasin 1001 tapis à moins de 12 000 francs. Et je rappelle qu'à Salaka, on ne dépanne pas un article, on le remplace. On parle également de plus en plus toujours d'un grand robot mixeur de balles. Vous avez un restaurant, vous avez un hôtel, vous faites assez de repas, voilà le robot qu'il vous faut. Vous l'avez à moins de 24 000 francs, un grand robot complet, un véritable robot, un véritable appareil pour les condiments à moins de 24 000. Le détendeur intelligent. Un seul instant, s'il vous plaît. Ce détendeur intelligent que je présente ce matin, il parle. Il parle comment? Écoutez. Bonjour monsieur, votre gaz est en train de finir. Bonjour monsieur, il y a incendie. Bonjour monsieur, il y a fuite. Voilà comment ce détendeur intelligent parle. Donc ceux qui veulent écouter le langage du détendeur, venez à 1001 tapis, achetez-le à moins de 12 000 francs.
un détendeur danois avec 5 ans de garantie, 10 ans d'utilisation sans se gâter. Le détendeur intelligent IGT, vous l'avez à moins de 12 000. On parle également de plus en plus, toujours les clés USB. 32 gigas. Je n'ai pas dit les clés USB là. J'ai dit les clés USB 32 gigas à 9 500 francs, mais je vous les vends à moins de 9 500 au magasin 1001 tapis. Sécurisez vos documents, gardez vos documents, les enregistrements, les vidéos, les sons, vous les avez à moins de 9 500 francs. Une clé USB de 32 gigas. Encore et encore, les robots mixeurs déballes, vous les avez à moins de 12 000 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis. On parle également des laptops Core i5 qui sont de retour à partir de 135 000 francs. Offrez-vous un laptop Core i5 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus d'un détendeur intelligent IGT. Nous insistons sur ces détendeurs intelligents. Économisez le gaz à la maison, préparez rapidement, achetez les détendeurs intelligents IGT à moins de 12 000 francs au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. Également, n'oubliez pas les rallonges. Vous les aviez à moins de 6 000 francs. Des longues rallonges avec 6 sorties. Vous les aviez à moins de 6 000 francs au magasin 1001 tapis. Les friteuses électriques sont de retour à moins de 25 000 francs. Mototenye Sengalemba Tatan. Motote Tatan, 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 Tatan. N'oubliez pas les morceaux de savon de 400 grammes de savon plus qu'on vous donne gratuitement pour le compte de ce mercredi. Sans oublier également les bons d'achat de notre partenaire en quincaillerie. Merci beaucoup et rendez-vous à 1001 tapis. Et nous vous remercions beaucoup, Constilamine. Hein. Merci. Mototeigne, Sengalemba Tatan. Hein, c'est important. On commence à prendre cela comme étant un vrai credo. Nous vous disons merci, vous également, madame, messieurs, d'avoir pris la peine de nous regarder ce matin. N'oubliez pas en réalité que le Cameroun est un pays à reconstruire totalement. Ensemble, on le fera. Faites de la politique, sinon la politique vous fera. À demain, 10 h.